Alors, bien le bonjour tout le monde. Donc, nous sommes 2 minutes plus tard que prévu. Donc, rebonjour. Laissez-moi juste un instant. Je vais aller ici pour partager. J'ai eu un petit souci Internet. Toudou, toudou. Partage. Azure. Donc, Pierre-Marc, je confirme, la présentation a bel et bien lieu ce matin. J'ai vu ton commentaire dans le chat. Et voilà, parfait. Donc, peut-être tout le monde, juste me confirmer par un petit pouce en l'air quelque chose dans le chat, là, me dire si vous voyez bel et bien le partage de mon écran. Et on va commencer ça tout en douceur. Ouais, super, merci beaucoup. Donc, on ferme ça ici, comme ça, pointeur, et c'est parti, mon kiki. Donc, bien le bonjour. Oui, effectivement, Pierre-Marc, on est seulement que quatre ce matin. Je présume, on avait plusieurs inscrits, mais je présume qu'on va avoir quelques petits retardataires parce que ça, on avait plus que quatre personnes qui étaient enregistrées à la présentation. J'ai laissé quelques minutes au départ, mais là, rendu ouais, c'est ça, exact, ouais, c'est en plein ça. Cool. Fait que partons ça. La présentation aujourd'hui est enregistrée, donc on va faire ça en bon uniforme quand même. Les gens pourront le réécouter en réchauffé ou en rediffusion, tout simplement. Donc, bien le bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous ce matin. Bien, merci à Pierre-Marc. Alors, nous allons débuter cette seconde session du programme Azure Excellence, un programme qui s'adresse aux vendeurs, personnes décideurs ainsi qu'aux personnes techniques. Avant tout, rappelons-nous qu'à la première session, nous avons vu ensemble qu'est-ce que Azure, la différence entre les modèles cloud, infrastructure as a service, plateforme ainsi que software as a service, les comparaisons entre les installations on-prem versus le cloud, les avantages d'AVD, comparaison avec Remote Desktop Services, Terminal Server ou le RDP et Windows 365. Aujourd'hui, nous allons parcourir les slides et nous allons réserver une période de temps à la fin pour les questions, tout simplement. Durant la présentation, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez participer dans le chat. Je vais essayer de garder un œil. Sinon, là, je vais voir là, pour la période réservée à la fin, tout simplement. Donc, pour ceux qui me connaissent un peu moins, et question pour l'enregistrement, mon nom est Sébastien Côté. Je suis le responsable du programme Azure au sein d'IT Cloud. Donc, en tant que responsable de façon quotidienne, mon rôle est de promouvoir Azure sous toutes ses formes, vente ou technique, et même comme aujourd'hui, par le biais de formation et de présentation. Mon objectif est d'assister les partenaires dans l'acquisition grâce à la technologie, à l'acquisition des clients, évidemment. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer, vulgariser et simplifier les pratiques et documentation de notre cher manufacturier Microsoft. Aussi, si vous avez des questions à propos des licences logicielles, perpétuelles, souscription, Windows, SQL, CAL et autres, je suis ici pour vous assister. Sur ce, voyons l'agenda ensemble. Donc aujourd'hui, on va voir la seconde partie, utiliser le calculateur de prix, la facturation. Et à l'issue de cette présentation, si vous avez de besoin, vous êtes invité à réserver un appel et on va regarder ensemble pour la mise en place, preuve de concept, détails un peu plus particuliers ou autres, là, si jamais vous avez besoin. On fixe les attentes aujourd'hui pour la présentation. On a une trentaine de slides de vente et techniques à regarder ensemble. Comme je disais tantôt, la présentation est enregistrée, donc elle va être disponible dans les jours à suivre sur notre chaîne YouTube. On a prévu une période à la fin pour les questions, évidemment. L'auditoire ciblé, les partenaires sans ou peu d'expérience avec Azure et AVD, mais quand même, ça peut être un bon refresh parce qu'on couvre quand même assez large. L'objectif de la présentation, transmettre un bagage de connaissances de base pour vous aider à faire votre speech de vente et bâtir des fondations solides pour vos connaissances techniques. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, la vente, vendre Azure, à qui,
Comment? Il faut avoir le client qui comprend l'avantage, le gain, qui voit les opportunités. Je me plais souvent à faire un comparatif avec le monde automobile. Le on-prem, qui équivaut un petit peu à l'achat d'un automobile, et le cloud, qui équivaut un peu à la location. Exemple, moi puis mon père, on a des besoins différents. Lui, il s'est permis d'acheter une voiture parce qu'il ne prévoit pas changer dans les années à venir. C'est une vision à long terme pour lui. Il attend toujours à la maison, il prend la route uniquement pour aller à l'épicerie, aller au coin de la rue, chez le médecin, etc., etc. Contrairement à moi, j'ai encore des jeunes enfants. À court terme, je vais devoir changer de modèle. Sous peu, je vais regarder pour avoir un modèle un peu plus aligné à ma réalité par rapport à mes besoins. Aujourd'hui, je visite mon père, je fais beaucoup de routes, j'ai besoin d'une garantie, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'une voiture fiable qui a besoin de plus de place, etc., etc. Éventuellement, mes besoins vont se modifier. Donc, moi, la location est un peu plus alignée avec ma réalité. Il va me permettre de changer de modèle et de bien répondre à ce que j'ai de besoin. Du côté informatique, le modèle on-prem existe encore. Puis il y a des bonnes raisons pour ça aussi. Euh, Comme évoqué à la première session, les automates, les CNC, le Big File, l'ERP, tout ça fait que dans certains cas, les clients ont de besoins et c'est leur réalité d'avoir des services ou de l'infrastructure on-prem. Les gens qui sont encore en région aujourd'hui, on ne se le cachera pas, la connectivité Internet, la latence, ça peut arriver effectivement qu'un client ait ou veuille encore utiliser on-prem. Les clients peuvent aussi montrer une certaine résistance à la récurrence. Certains clients ont la fâcheuse habitude de tirer le garantie plus loin que 5 ans et de gérer les infrastructures hors garantie. Lorsqu'on a un client de ce type-là, d'arriver avec de la récurrence, ça peut être un peu difficile. Il faut avoir un discours quand même assez bien aiguisé et être convaincant. À mon avis, ce genre d'argument-là négatif, là, comme on parlait tantôt là, par rapport à la réticence, là, ça devrait plutôt se transformer en argument de vente. Mais là, évidemment, je ne vous apprends pas votre métier, mais aujourd'hui, je vais être là pour vous donner des outils, vous donner des trucs et vous aider à bâtir votre speech de vente par rapport à ça. Parce que d'un certain point, il est facile à démontrer aux clients le potentiel du modèle de facturation cloud, de payer le juste prix. Ça, c'est la première chose qui sort. C'est-à-dire que demain matin, un client qui a besoin de s'acheter une infrastructure, il va payer, acheter, acquérir, amortir une infrastructure pour aujourd'hui. Mais il va penser à demain, il va penser à des options, il va penser à l'acheter plus gros au cas où pour faire des acquisitions, des plus gros projets. Son infrastructure va avoir besoin être en mesure de répondre à ces besoins grandissants-là. Donc, il va payer un peu plus cher aujourd'hui pour des besoins hypothétiques de demain. Tandis que le cloud, on paye le juste prix. On paye pour ce qu'on a de besoin. Un terme que j'ai utilisé à quelques reprises dans la première présentation et que je vais utiliser aujourd'hui, l'élasticité. On n'oublie pas, Azure, c'est élastique. On ajuste le prix comme on a besoin. C'est la facturation à l'heure, tout simplement. Oui, il y a des commitments qui existent, on va voir ça un peu plus tard, mais à la base, l'infrastructure, on la paye à l'heure, tout simplement. Et n'importe quand, on est capable de changer et d'adapter tout ça. Donc, voyons ici un peu les quelques avantages pour les clients par rapport au cloud et la facturation Azure. Donc, le premier, le client a accès à une infrastructure pas commerciale, mais industrielle. Donc, le client peut avoir accès à l'infrastructure des grands. Il n'y a que les services qu'il a besoin de payer. Et s'il n'a pas besoin de ces services-là, ben, il ne les active pas, il ne paye pas, tout simplement. Mais comme je disais tantôt, il faut avoir le type de client avec nous qui est prêt à comprendre et à écouter tout ça. Si on a un client, comme je disais tantôt, qui tire la sauce un peu trop longtemps, ça va être assez dur de combattre ce genre de vieille pensée-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais du côté cloud, il ne faut pas oublier que c'est des récurrences. Au niveau de l'amortissement, ben, si un client a besoin de capitalisation, ben, ça va être dur de lui convaincre ou de lui présenter les avantages de l'opérationnel, de passer du côté OPEX. Ce ne sont pas les mêmes colonnes dans les livres comptables. Il y a certains avantages pour certains clients, justement. Ça lui permet de payer de façon mensuelle leur infrastructure au lieu de cash out une grosse partie de leurs argent et de la capitaliser. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir le client qui est prêt à comprendre ça.
Dernière migration sur site, dernière mise à niveau, dématérialisation. Donc, ça permet au client de se débarrasser de son infrastructure. On n'oublie pas, hein, il y a des coûts par rapport à ça, là. Chauffage, climatisation, sécurité, un local qu'il faut avoir carrément. Il faut avoir des gens qui s'en occupent. Donc, quand on s'en va dans le cloud, on va tout se débarrasser de ça. Ça va être la responsabilité de Microsoft. On se souvient des silos de responsabilité. Quand je faisais mon clin d'œil avec la pizza dans la première présentation, ben c'est là où ça prend tout son sens. Microsoft va être responsable de l'infrastructure. Le client va être responsable de ses données, de ses mises à jour du système d'opération et applicatif et de la sécurité. Et c'est tout. Le reste, il s'en débarrasse, il s'en lave les mains. La redondance et la haute disponibilité, si le client n'est pas là aujourd'hui, s'il n'y a pas des centres de données, il n'y a pas des conventions de redondance à l'intérieur, ben, Microsoft peut lui en offrir. Il n'y a qu'à activer les services et de payer pour, tout simplement. Mais ce n'est pas une obligation. Si le client ne le veut pas, il ne paye pas, puis c'est tout, là. Fait que c'est vraiment ajusté à la réalité du client. Sécurité renforcée, on parle des back roll, des conditional access, MFA qui arrivent d'Office 365. Tout ça, c'est disponible du côté Azure. Donc, les sécurités et les avantages qu'il y a du côté Microsoft Office 365, ben, on peut les revoir du côté Azure. Donc, ça permet aux clients de réutiliser les mêmes stratégies et les mêmes sécurités, donc simplicité au niveau de la sécurité. L'élasticité des performances, comme je parlais tantôt, on paye pour ce qu'on a de besoin au moment qu'on en parle, mais on a aussi le scale in, scale out, c'est-à-dire qu'on est capable de grossir un environnement de façon horizontale, c'est-à-dire de rajouter des machines, rajouter des services pour répondre à une demande croissante, mais on est capable aussi de la rapetisser, donc on est capable de payer plus, de payer moins, on est capable de s'ajuster. Scale up, scale down, on est capable de grossir une performance de machine de façon singulière, de façon verticale, c'est-à-dire qu'on va augmenter son instance, CPU et RAM, et on va payer à l'heure tout simplement pour le besoin. Donc, un client qui fait une acquisition, qui a un nouveau projet ou qui a besoin de développer une idée, qui a besoin de plus de power, ben, on va faire grossir sa machine et c'est tout. Je vois les questions qui s'en viennent par rapport au commitment, au saving plan, au reserve instance. On va tout regarder ça à la fin. On va revoir ça avec le Azure Price Calculator, mais n'oubliez pas ce qu'on a parlé dans la première session. Le commitment des reserve instance, c'est un open commitment. On voit ça comme étant un certificat cadeau, tandis que le saving plan, lui, c'est un commitment qui est fermé. Donc, il faut faire très, très attention. On ne le dit pas assez souvent. Lorsqu'un client fait des commitments indépendants, soit les Reserve Instance, Saving Plan ou le Marketplace, c'est indépendant de la souscription. C'est à l'intérieur du concept de facturation du client, mais ce sont des entités qui se joignent entre elles, mais qui sont indépendantes. Donc, dans certains cas, si on en cancelle une, ben les autres ne sont pas nécessairement cancellées automatiques. Il faut le faire manuellement et dans certains cas, certaines d'entre elles ne se cancellent pas, comme les saving plans. Fait que c'est à faire attention. Mais on est là comme distributeur pour vous accompagner et vous expliquer comment tout ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on met en place et les raisons, les avantages, etc., etc. On change de slide. La vente chez IT Cloud. Donc, on va regarder ici les raisons, les avantages que les clients ont à passer par nous, distributeurs, et par vous, revendeurs. Donc, un client qui va avec Azure chez IT Cloud va pouvoir profiter de tout ça. Donc, l'intégration des licences, donc système d'exploitation et application, parce que oui, on est capable de revendre et distribuer des licences de système d'opération, Windows Workstation, Windows Server et Office 365, évidemment, ça va de soi, mais les applications aussi, RMS, RDS, Office, on est capable de les avoir aussi en location. Entre parenthèses, ce qui est nécessaire aussi d'ailleurs du côté Azure, hein, ça on ne le répète pas assez souvent, le mot perpétuel du côté Azure est proscrit, il n'est pas admissible. C'est absolument et obligatoirement des locations, des mensualités ou des annualités du côté Azure. Ça, il faut toujours faire attention de ce côté-là. Fin de la parenthèse. Tout ce qui est du licensing, c'est déposé dans le compte du client, ce qu'on s'amuse à appeler communément le tenant du client. Donc, ça va se ramasser dans le Mac, dans le Microsoft Admin Center, dans la section logiciel. Donc, tout ça va se ramasser là. Plus besoin de gérer des comptes indépendants. On se souvient du volume license à l'époque. Il fallait créer un autre set de credentials pour que le client soit capable de gérer ses licences. Non, non, c'est ça, c'est fini. C'est tout rendu à l'intérieur du même portail. Ça, c'est vraiment bien. L'intégration de la suite logicielle et services Office 365, Word, Excel, Outlook, Exchange, Online, SharePoint, Teams et OneDrive. Fait que tout ça, c'est sous le même umbrella, donc un bel avantage pour le client.
Les outils de gestion monitoring déjà intégrés dans le portail, donc on va voir ça un peu plus loin. Dans le portail IT Cloud, on a déjà des fonctionnalités sur la tuile Azure pour voir le côté financier, ainsi que le Cost Management Tool du portail Azure, qu'on va étudier ça ensemble. Les modèles de facturation unifiés, direct et indirect, évidemment, c'est un monde un petit peu à part, mais ça nous donne un bel avantage pour ce qui est des clients. Donc, ceux qui veulent être autonomes, on les met en mode direct. Quand vous voulez en faire la gestion en mode indirect, tout simplement, les ristournes vont selon le module que vous allez activer ou à la hauteur du niveau de partenariat que vous avez. Les ristournes et les marges qui sont avantageuses, évidemment, du côté IT Cloud. Et évidemment, le dernier non le moindre, le support CSP. Donc, il est prévu dans le module CSP, comme de quoi que le client peut avoir accès à son vendeur. Si lui n'a pas la connaissance ou l'expertise, il peut aller voir son distributeur. Nous, si on n'a pas l'expertise ou les connaissances, on peut aller voir directement Microsoft. On a des ententes avec eux justement pour du support accéléré. Donc, nous, distributeurs et Cloud, on est là pour vous accompagner les revendeurs. Le petit service 5 étoiles, le petit clin d'œil comme à notre habitude. Ensuite, petit clin d'œil encore, notre tout nouveau service d'accompagnement TI, le service coéquipier. Donc, le petit plus, c'était Cloud, notre approche unique d'accompagnement et de transfert d'expertise en TI. Nous sommes en mesure de vous accompagner afin d'assurer le succès de vos projets tout en renforçant la compétence de votre équipe technique. Que ce soit pour le déploiement d'AVD, la mise en place de Teams Phone, la collaboration multitenant, la mise en place de Global Secure Access ou encore une preuve de concept. La dernière tuile, là, preuve de concept, on va passer à peu près n'importe quoi là-dedans, tout ce qui est à l'extérieur des 4 autres offres du portefeuille. Donc, c'est un estimé qui va être fait à partir d'un spécialiste. Ça va être un nombre d'heures qui va être déterminé, puis qu'on va vous accompagner tout simplement. Donc, à peu près n'importe quoi peut passer là-dedans. Donc, c'est du ad hoc, tout simplement. Donc, notre service d'accompagnement TI qui est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des revendeurs tels que vous, les MSP. Donc, la mise en place de tout ça est relativement simple. Dans votre portail Partenariat Cloud, dans la section de gauche, vous allez retrouver le menu coéquipier ou teammate en anglais. Une fois rentré dans le module, vous allez voir en haut un lien pour prendre un booking avec l'équipe coéquipier et vous commencez votre aventure à partir de là. Donc, l'équipe coéquipier va être là pour mettre en place le service, faire l'évaluation, l'estimer, etc., etc. Et par la suite, vous allez déterminer ensemble les objectifs et les étapes à suivre là, pour l'entraînement, la planification, la documentation et tout. C'est un service gant blanc. On est capable de vous accompagner de A à Z. Il y a une foule de raisons et bénéfices à déployer les services Azure chez vos clients. On voyait du côté vente tantôt, on va regarder un peu du côté technique. Donc, voyons ensemble ces raisons qui vous seront utiles pour créer encore une fois, comme je disais tantôt, le speech de vente. On n'est pas là pour vous dire comment faire, mais on est là pour vous aider à construire votre speech et à vous accompagner dans cette aventure-là Azure avec vos clients. Donc, l'intégration entre ID, Azure Active Directory, qu'on appelait à l'époque, le MFA, SSO, Intune, donc tout ça est déjà prévu, déjà inclus, selon les licences, évidemment, que votre client va avoir. Azure Virtual Desktop, donc une exclusivité Azure. Donc, on est capable d'avoir Windows 10 et Windows 11 multi-sessions. Donc, encore une référence à notre première présentation. Azure Virtual Desktop, la nouvelle mouture, la nouvelle plateforme qui nous permet de faire du multi-session sur une machine. Donc, c'est la nouvelle façon de faire à comparer au RDP, RDS, Terminal Server, tout dépendamment qu'on voulait l'appeler à l'époque. Windows 365, Business, Enterprise and Frontline, les trois saveurs, les trois verticaux qu'on est capable d'avoir. Windows 365 est quand même un beau produit, très niché, évidemment. L'idée, c'est d'avoir une personne sur une machine, au contraire d'Azure Virtual Desktop, d'avoir plusieurs personnes sur une machine. Donc, Windows 365, on se rappelle que ce n'est pas pour faire du partage d'infrastructure, mais d'être seul sur sa machine à lui. Donc, un client peut profiter de cette belle opportunité-là pour avoir sa propre machine dans le cloud. Donc, peu importe d'où est-ce qu'il se branche, il va toujours avoir la même expérience utilisateur. L'intégration des services de sauvegarde. Donc, évidemment, c'est un service de sauvegarde et recouvrement. On dit sans frais. La configuration
ne coûte rien en soi parce que c'est un service, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un logiciel. On paye seulement pour l'accumulation des données dans Azure. Donc, je fais une petite parenthèse ici par rapport au sans frais, mais le service ne coûte rien. Il n'entend qu'au client à l'activer, tout simplement. Puis c'est basé sur des frais d'entreposage de données. Plus qu'on entrepose des données, plus que le tarif de la sauvegarde va augmenter, tout simplement. Et c'est à vous à décider au client là, du niveau d'entreposage ou de la gestion du risque, le nombre de jours, nombre de semaines, nombre de mois, nombre d'années, etc., etc. Et c'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Notre équipe technique est là, pour vous conseiller lorsqu'on fait la mise en place là, du service de sauvegarde. Petite parenthèse, on est capable d'aller chercher des services de sauvegarde third party aussi. Hein. Il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser Backup en ligne ou Acronis, par exemple. Il pourrait y avoir des frais de outgoing, de egress data qu'on appelle en anglais. On va voir ça du côté Azure Price Calculator un petit peu plus tard là, dans la présentation. Mais il n'y a rien qu'un empêche l'autre. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Admettons qu'un client a déjà le service de backup en ligne on-prem, ben, une fois transféré dans Azure, ça peut être une bonne stratégie de garder les œufs dans l'ancien panier aussi, effectivement. Il ne faut pas oublier que backup en ligne n'est pas un service de backup comme Azure. On ne compare pas des pommes avec des pommes ici. Le service de backup en ligne est un service géré au niveau des backups. Ce n'est pas la même chose. Option d'économie, donc on a les instances réservées, communément appelées Reserve Instance en anglais, les plans d'économie, les saving plans, Azure Hybrid Benefit au niveau du licensing qu'on va regarder. Donc ça, c'est les trois piliers là, où est-ce qu'on va pouvoir aller économiser énormément d'argent au niveau de l'infrastructure et du licensing au niveau des clients. Les instances spot, on en parle tout le temps, mais c'est quand même assez rare. Dans le fond, c'est un type d'instance, un type de serveur qui peut être arrêté on the spot, l'expression le dit. Fait que, grosso modo, c'est Microsoft qui nous permet d'avoir accès à des quantités de CPU et RAM non utilisées à très, très bas prix. Mais si on les utilise, on se met un petit peu à risque dans le sens qu'ils peuvent être interrompus n'importe quand. Donc, on n'ira pas mettre de la production là-dessus. On n'ira pas mettre du commercial, on s'entend. Pour faire des preuves de concept, pour faire des démos, des trucs comme ça peut être intéressant, mais pour de l'opérationnel, évidemment, on n'ira pas mettre ça là. On en parle parce que ça peut être intéressant, mais c'est vraiment niché comme un produit. Prochaine slide. Facturation, les modèles. Il me semble que j'ai d'autres slides qui viennent se greffer à tout ça. Oui, effectivement. Donc, la facturation, on n'oublie pas, je l'ai dit à quelques reprises à la première présentation, aussitôt qu'on démarre une souscription Azure, on va en Pay as you go, utilisateur payeur. Donc, ici, un petit rappel, là, on va toujours changer le mode de facturation de Pay as you go. Côté licensing, on va activer le Azure Hybrid Benefit avec un Windows Server, SQL ou Linux. On va pouvoir rajouter des saving options au niveau de l'infrastructure pour les Reserve Instance et les saving plans. Et le petit dernier, qu'on en parle tout le temps, mais rare qu'on l'utilise, les spots. Puis comme vous pouvez voir, on peut monter jusqu'à 90% d'économie. C'est quand même assez intéressant. Fait à noter en mode CSP chez nous, vous avez accès à ça, mais il faut en faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut demander à notre service technique d'activer les features du Reserve Instance et des Saving Plans pour les mettre en place. Microsoft, par design, par architecture, ils ont décidé de barrer la fonctionnalité. Il n'appartient qu'au distributeur à l'activer. Donc, ma petite recommandation, c'est dans votre procédure de déploiement Azure, mettez une ligne qui dit ouvrir un ticket de service chez IT Cloud pour activer les Reserve Instance, les Saving Plans lorsque vous déployez une souscription Azure chez un nouveau client. Ces fonctionnalités-là sont client par client. Donc, une fois que ça a été activé, c'est disponible dans toutes les souscriptions. Petite parenthèse, oui, un client peut avoir plus d'une souscription. L'idée, c'est de faire du billing indépendant par souscription, par département, par division, par ville, par groupe de travail, etc., etc. C'est ça l'idée. Petite note aussi, hein, les souscriptions supplémentaires sont indépendantes des serveurs et services. Je l'ai dit tantôt, hein, quand un client fait des commitments supplémentaires comme le Reserve Instant et Saving Plan, s'il cancelle et détruit sa souscription originale des serveurs, ben, les autres sont là et sont résidentes. Il ne faut pas oublier soit de les canceller ou de vivre avec. Hein. Il y en a qui n'ont pas de politique de cancellation et de remboursement, comme les Saving Plans. Donc, c'est à faire attention de ce côté-là.
Un petit rappel au niveau des saving options. Donc, les reserve instance, on voit ça comme un certificat cadeau, hein. On consomme un produit prédéterminé d'une façon prédéterminée. Donc, c'est très aligné pour les besoins de la PME, les saving up, les reserve instance, pardon. Tandis que les saving plans, c'est un peu plus aligné pour les besoins des très grandes entreprises. On voit ça comme une carte de crédit prépayée. On achète ce que l'on veut jusqu'à un maximum de. Grosso modo, quand on est dans une très grande entreprise ou une entreprise qui a des serveurs ou des services dans plus d'un centre de données, c'est là que ça devient intéressant. Mais quand on est dans une PME et qu'on a des serveurs ou des services dans un seul centre de données, c'est un petit peu moins aligné avec notre réalité. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, mais il faut le mettre en place quand on a besoin. Quand vous êtes rendu là, vous me le dites, on va vous accompagner, puis on va faire les calculs avec vous autres. Il y a déjà tous des petits wizards là, du côté Microsoft là, pour nous accompagner pour la mise en place là, des saving plans. Mais dans la PME, ça peut vous donner une idée. D'habitude, on voit ça à la hauteur de plus ou moins 1$ pour les saving options, tout simplement. Fait que c'est un bon produit, il faut le mettre à la bonne place, tout simplement. Les spots, encore, c'est spécialisé pour les tests de séquences de travail ou autres produits plus nichés un petit peu. J'ai parlé des souscriptions, ça c'est beau. Les licences Office 365 aussi qui sont admissibles pour AVD. On va parler là, des licences VDA qui sont disponibles à travers soit Business Premium, E3 et E5. On en a fait un petit clin d'œil à la première présentation. Évidemment, le Heroes Q, c'est Business Premium parce que celui-ci offre l'installation de la suite Office en mode Share Installation. Et évidemment, avec AVD, qui est un produit service de partage de ressources. Donc, c'est comme le RDP, c'est comme le Terminal Server. On ne fait pas l'installation d'Office 365, mais on en fait le déploiement, pardon, pour l'hésitation. Donc, on va être en mode Share Installation. Il faut utiliser l'Office Deployment Tool pour y arriver. Les services Exchange Online, SharePoint, Teams, OneDrive sont inclus déjà dans Business Premium. Les droits d'accès AVD, souvenez-vous, hein, en RDS, il fallait avoir les RDS CAL. Ben, dans AVD, il faut avoir les CAL VDA, tout simplement, et qui sont inclus dans Office 365 Business Premium, évidemment, et une multitude de compléments de sécurité tels que le MFA, Conditional Access, etc., etc. Donc, pas compliqué. Dans la majorité des cas qu'on voit du AVD, on va y aller avec Office 365 Business Premium, évidemment. On continue notre petite aventure. Donc, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais voyons le comment. Comment on fait tout ça? Donc, je rappelle que quand on démarre, on y va avec une souscription Pay as you go. Automatiquement, une souscription tombe dans ce mode-là. Et par la suite, on peut activer le Azure Bit Benefit, les Saving Options ainsi que le Spot. Donc, dans la mise en place, c'est pas bien sorcier. Lorsqu'on est avec un AVD et qu'on a la licence incluse dans Business Premium E3 E5, ben, l'activation du licensing va se faire automatiquement dans le système. On n'a pas besoin de s'en soucier, ça, il n'y a pas de trouble. Ça se fait par association, tout simplement, quand on va changer les bonnes licences. Ensuite, au niveau de Azure Bid Benefit, là où est-ce qu'on peut dire à Microsoft qu'on active les bénéfices du software assurance, parce que oui, nous, du côté CSP, logiciel par un abonnement, on a des extensions du software assurance. Donc, demain matin, un client a un Enterprise Agreement, Volume License, quelque chose de genre, qui a des software assurance actifs, il peut se permettre d'activer les bénéfices. Ben, nous, en logiciel abonnement aussi, on y a accès avec Windows Server. Donc, la journée que vous allez provisionner les licences, ne pas oublier d'aller activer les bénéfices et on va couper la facture d'une grosse partie, évidemment, quand on va chercher les bonnes licences. Quand vous êtes rendu là, vous me faites signe, je vous accompagne, je vous explique tout ça, comment c'est que ça fonctionne. Du côté SQL, c'est la même chose. Et du côté Linux aussi, c'est un concept de bring your own subscription, mais c'est exactement la même poutine. C'est-à-dire qu'on peut dire à Microsoft, comme de quoi qu'on a nos propres licences du côté Linux, avec vos agreements, en fait, les agreements du client avec les fournisseurs, et on peut dire à Microsoft de ne pas nous charger la facturation du produit proprement dit. Saving Option, Reserve Instance, Saving Plan. Donc, on a chacune des deux blades là, pour mettre ça en place tout simplement. C'est quand même assez simple. Donc, on les met en place selon le petit wizard. Quand on est rendu là, je vous explique. Et ainsi que les spots.
Les spots, c'est un peu particulier. C'est lorsqu'on déploie la VM, c'est là qu'on décide que c'est un instance spot ou pas. Donc, on ne peut pas reculer, on ne peut pas changer d'idée. C'est à la mise en place qu'on active la feature, tout simplement. Mais c'est une des questions qui nous est posée dans le Wizard lorsqu'on déploie une VM. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Azure Hybrid Benefit. Si on regarde ça un peu plus proche, c'est quoi cette bibite-là? Comment on fait pour activer tout ça chez IT Cloud? Donc, pour Windows PSQL, il suffit de provisionner les licences requises en bonne quantité, évidemment. Lorsque vous êtes rendu là, vous me le dites, je vous explique les règles de notre bon manufacturier. Hein. C'est quand même assez complexe, le licensing du côté Microsoft. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment juste complexe, c'est tout. Il faut juste le savoir. Donc, on provisionne les licences requises en bonne quantité dans le cart du client via votre portail partenaire. Elles vont se ramasser dans le Microsoft Admin Center, comme on dit, dans la section du client, dans la section Product. Donc, c'est vraiment le fun, c'est consolidé tout à la même place. Dans certains cas, comme par Windows, ça va être du Trust Collation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de licensing, on n'a pas besoin de faire une activation, pardon. Donc, ce que Microsoft veut savoir, c'est est-ce que vous avez une VM? Oui. Vous avez dit que vous avez des bénéfices? Oui. Est-ce que vous avez votre licence? Oui. Merci, c'est beau, c'est correct. Donc, ils vont vous poser la question lors de vérification, tout simplement. Donc, la question qui tue par rapport à ça, c'est la journée que je déploie une VM dans Azure avec Windows et que je décide de mettre des Azure Hybrid Benefit et d'aller provisionner la licence, ai-je besoin d'aller changer le CD key? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin de faire ce genre de manipulation-là. Au contraire des CAL, exemple, les RDS CAL, ceux-ci sont différents. Il faut extraire la clé pour le configurer dans le RDS Licensing Manager de Windows. Ça, ce n'est pas une exclusivité Azure, mais c'est un concept mécanique du côté Microsoft. C'est-à-dire que comme on-prem, quand on a des RDS CAL, ben, il faut aller mettre les licences à l'intérieur du Licensing Manager. Ça, c'est toujours du cas par cas, ça a toujours été ce cas de figure-là. Il me semble que j'avais d'autres slides. Une question qui tue évidemment du côté des Azure Hybrid Benefit. Tout le monde devrait savoir que du côté Azure, on déploie seulement des machines de type data center. Nous, dans notre portail, on a la possibilité de provisionner des data centers, mais aussi des standards. Il y a une petite particularité dans le monde CSP, une exclusivité et un bel avantage de faire affaire avec IT Cloud. C'est-à-dire que les licences qui sont admissibles pour l'Azure Hybrid Benefit, ben, les standards sont admissibles lorsqu'ils sont en souscription. Ah! Donc, nous, il est possible de provisionner une machine data center à partir du marketplace, comme tout le monde, et de lui assigner une licence standard. C'est prévu dans le monde CSP. Donc, il y a une belle économie à faire de ce côté-là. Évidemment, il est prévu dans les règles de Microsoft qu'on n'ira pas utiliser les fonctionnalités de data center si on a une licence standard. Ça va de soi, évidemment. Et nous, de toute façon, on est déjà en virtuel, on n'y a pas accès. Ça, c'est pas un souci. Donc, afin de passer en mode facturation de l'un à l'autre, il suffit de configurer les options dans le portail Azure et le tour est joué. On devra avoir... Ah non, je n'avais pas de slide qui le montrait celui-là. Rendu là, je vous l'expliquerai, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la VM et lui dire comme de quoi que les frais de licence sont couverts par le Azure Hybrid Benefit, tout simplement. Donc, on va dans la configuration des VM, on met le petit crochet, on clique sur le bouton, puis ça signifie que le mode de facturation à Azure a changé, tout simplement. Donc, oui, effectivement, les éditions standards sont admissibles pour activer l'Azure Hybrid Benefit. Comme je parlais tantôt, la deuxième question qui va vous venir en tête, évidemment, c'est la différence à travers le prix. Évidemment, oui, effectivement, le standard coûte beaucoup moins cher que la data center, mais comme on disait tantôt, vous n'avez pas accès aux fonctionnalités parce qu'on est dans une VM. Et évidemment, là, je m'écarte un petit peu, mais il y a des fonctionnalités dans le data center qu'on peut splitter les licences. Ben, dans le CSP, quand il va avec un standard, la réponse est non, évidemment, parce qu'on applique une licence pour une VM. Après ça, il y a tous les scénarios de licensing au niveau des corps et toute la patente. Ça, rendu là, on est là pour vous expliquer justement et faire l'évaluation des coûts avec vous là, pour ce qui est des VM. Mais on n'oublie pas qu'on a des règles de base au niveau de licensing à aller respecter du côté Microsoft. Donc, assurez-vous de bien licencier vos VM
Lorsqu'on passe avec le Pay As You Go, ce n'est pas un souci. Microsoft le calcule pour nous. Mais quand on y va en Azure Hybrid Benefit, assurez-vous d'avoir les bonnes licences aux bonnes VM en bonne quantité parce que la journée que le BSA va débarquer, ben, ça pourrait coûter de l'argent, il pourrait y avoir des pénalités, etc., etc. Donc, en tant que distributeur, on vous encourage fortement à être bien équilibré et respecter les règles au niveau du licensing. Autant du système d'opération que des applications, cela va de soi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à parler par rapport à cela? OK. Pour SQL, c'est le même concept, évidemment. On a les mêmes licensing benefits qui vont apparaître du côté Microsoft. On peut y avoir soit en Pay As You Go ou en Azure Hybrid Benefit. Encore là, on est là pour vous expliquer, pour vous accompagner de ce côté-là. Ah oui, une question qui va vous chatouiller l'esprit. À partir des autres canaux de distribution tels que OEM, Retail, MSDN et j'en passe, est-ce qu'un client peut apporter ses propres licences dans Azure? Malheureusement, la réponse, elle est non. Les licences en provenance des autres canaux de distribution ne sont pas admissibles dans Azure. Je vous donne un petit truc, bien, bien simple. Sous Azure, on parle de location, de mensualité, de annualité, 1 ou 3 ans, point à la ligne. Le mot perpétuel est proscrit. Le concept one-time fee n'existe pas du côté Azure. Quand on parle de Microsoft, système d'opération, application, gestion, etc., etc. Windows, Office, RDS, RMS, SQL. Tout ça doit être couvert par des contrats ou des mensualités. C'est la seule façon qu'on peut s'en servir. Euh, Fait que, rendu là, au niveau de licensing, quand vous avez besoin, vous nous faites signe et ça fait toujours plaisir de vous accompagner pour faire du scoping de ce côté-là. Maintenant, la tarification. Bon, toutes les prochaines slides seront axées dans un même et un seul but, nous apporter vers le Azure Price Calculator. Ici, nous allons regarder comment fonctionne la tarification d'une VM. Plus précisément, un AVD, c'était le but de l'exercice, évidemment, là, par rapport à notre présentation. Donc, les options qui s'y rattachent. On y va doucement, on va faire apparaître les slides. Donc, dans ma VM, évidemment, j'ai mon côté licensing, système d'opération et applications. D'habitude, on a du Word, Excel, Outlook avec un service Exchange, Teams, OneDrive et blablabla. On a notre infrastructure à payer, donc instance, CPU RAM, disque dur et carte réseau. On se souvient, hein, la carte réseau, tout ce qui est incoming, c'est free of charge. Il n'y a pas de coût pour ça. Mais le outgoing, le egress data, chaque VM a 100 gigs par mois de egress data d'inclus. Je fais toujours mon petit clin d'œil par rapport aux anciens fournisseurs de cellulaire là, à l'époque. On avait le droit à X nombre de minutes par mois et c'était 10 cents la minute supplémentaire. Ben, c'était un peu le même concept. Du côté Azure, un serveur, par exemple, a le droit à 100 gigs par mois. Puis après ça, c'est aujourd'hui 12 cents le gig supplémentaire. La plupart du temps, pour un AVD, 100 gigs, c'est amplement suffisant selon la quantité d'usagers et selon l'usage des usagers, évidemment. La plupart des gens vont consommer de l'Internet et non pas pousser de l'information vers Internet. On va revoir ces concepts-là un peu plus tard. Et au niveau du backup, je dis qu'il est optionnel, je ne dis pas le dire, j'aime pas ça le dire, là, mais ce n'est pas nécessaire à la production. Mais c'est nécessaire à la sauvegarde des opérations, évidemment, et à la pérennité des informations. Donc, la sauvegarde est quand même assez intéressante. Donc, revenons à nos moutons. Donc, la tarification, on part toujours avec un concept de Pay As You Go. On va devoir adresser le coût de la licence. Là, je le sais, je martèle encore et encore, mais c'est ultra important. Puis c'est des concepts quand même assez nouveaux. Donc, on s'assure de bien mettre les bases en place. Donc, on va assurer les coûts de licence au niveau des serveurs Windows, SQL, RMS, CAL, etc., etc. Ensuite, on va avoir le coût de l'infrastructure. Bon, pas compliqué. On divise ça en deux. Donc, on a licence et infrastructure. Au niveau des licences, au niveau de l'infrastructure, pardon, on va avoir l'instance, le stockage et le réseau, comme je parlais tantôt, et le stockage et la sauvegarde, pardon, qui est un petit peu optionnel, disons ça comme ça. J'ai la possibilité d'avoir des droits d'accès au niveau du VDA pour faire du AVD qui est inclus dans Business Premium E3 et E5, comme on dit depuis le début.
Donc, ça vient mettre par-dessus le coût d'accès de la licence. Donc, celui-là disparaît parce qu'on le paye dans notre mensualité d'Office 365. On a la possibilité de switcher du pay-as-you-go en Azure Hybrid Benefit. Donc, si on a un software assurance actif ou on y va avec une licence en mode CSP, Windows, SQL, Linux, comme je disais tantôt. Et on a la possibilité de mettre des saving options, reserve instance et saving plan. Donc, ici encore, c'est toujours la même chose, mais là, je le projette d'une autre façon, de façon imagée, là, pour que ça rentre un peu plus, que ce soit un peu plus fluide comme information. N'oubliez pas, là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs façons de sauver de l'argent et de moduler du côté Azure. Puis il faut vraiment juste appliquer le bon patron à la bonne place pour le bon besoin du client, tout simplement. C'est pas sorcier. Une fois qu'on a compris la mécanique, c'est comme l'on-prem. Là, à l'époque, là, c'était un peu complexe, de savoir toutes les licences qu'il fallait acheter, toute la patente. Là. Mais du côté Azure, c'est la même chose. C'est pas compliqué, c'est juste complexe. Il faut savoir la première fois. Après ça, c'est comme le reste, là, ça y va tout seul. Ah oui, les spot instance qu'on oublie tout le temps, mais c'est quand même assez rare qu'on utilise. Des petits pouces, fait que oui, le Azure Bit Benefit, c'est super important, on met ça en place dans pratiquement tous les cas de figure. Les Reserve Instance, pratiquement aussi. Saving Plan, je me suis permis de mettre un pouce en bas. C'est des cas spécifiques pour les grandes entreprises, plus que d'autres choses. Sinon, les spots, ben, j'en parle tout simplement pas parce que c'est quand même assez niché. Maintenant, nous allons regarder les coûts. Comment tout ça se divise? Donc, je reviens avec mon même dessin encore, avec les licences, l'infrastructure et les backups. Comment c'est que ça se dessine? Ce que je veux vous expliquer ici, c'est de voir qui va être variable, qui va être fixe et qui va être progressif. Parce que la question qui tue dans Azure, comme d'habitude, c'est comment c'est que ça coûte? Et ma réponse fétiche est ça dépend, évidemment. C'est du pay as you go, donc utilisateur-payeur. Donc, monsieur le client, ça dépend comment c'est que vous allez l'utiliser. C'est ça qui va définir le prix. Mais voyons ensemble que certains éléments qui peuvent être stabilisés. Entre autres, au niveau du licensing, par exemple, vous le savez, votre prix de business premium, donc le prix va être stable tout simplement, une fois par mois. Et ça s'arrête là. Si on y va avec une location de Windows, ben, c'est payable au mois ou payable à l'année. Donc, on sait, le prix va être fixe à partir de là. On va apparaître la prochaine. Le CPU et la RAM, ce qu'on appelle l'instance, il peut être variable si on est en pay-as-you-go, sinon il va être fixe, stable, pardon, si on y va avec une Reserve Instance. Donc, le prix va être stable, monsieur le client. On est capable de garantir le prix. On est capable de le canner et d'avoir une belle économie, soit dit en passant. Le disque dur va être stable à une exception de près, il pourrait être en escalier. Exemple, vous commencez avec un petit disque dur, mais le mois d'après, vous avez besoin d'un plus gros et plus gros, plus gros. Ben, le prix va être stabilisé, mais vous allez y aller en escalier, tout dépendamment de ce que vous avez de besoin. Petite parenthèse, le disque dur, vous êtes capable de le grossir n'importe quand dans votre opération. Le disque dur système, le C, on a juste besoin de shutdowner la VM, grossir le disque, embooter la VM et d'expander la partition comme on fait on-prem avec VMware et Hyper-V. Le disque dur secondaire, ceux qui ne sont pas au système opérationnel, on peut le faire live, il n'y a pas de problème parce qu'on est capable de déconnecter. Ici, la petite étoile, n'importe où, n'importe quand, c'est supporté de grossir le disque dur. Ce n'est pas supporté de la part du manufacturier de downsizer, de le rapetisser. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je dis que ça n'est pas supporté. Parce qu'à ce moment-là, il y a différentes procédures sur les internets qui traînent à gauche et à droite, puis qui nous expliquent comment passer et procéder à travers un backup, un restore. Fait que, petit conseil, démarrez toujours avec les disques durs les plus petits et grossissez, si ça se dit en français, au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'aide, notre équipe de support technique est là pour vous accompagner, comme d'habitude. Ça va nous faire plaisir. Le service 5 étoiles est éclair. On continue notre belle petite aventure. Donc, l'Internet, le egress, le outbound, ben lui, il va être stable si vous êtes en dessous du 100 gigs prévu ou sinon, vous allez payer le différentiel. La question qui vient tout le temps avec ça, c'est quand est-ce que c'est reseté? Ben, au premier du mois, tout simplement. La facturation d'Azure, on va voir ça un peu plus tard, là, c'est du premier au dernier du mois. Donc, si à la fin du mois, vous n'avez pas busté votre 100 gigs, vous n'entendrez même pas parler, vous êtes en dessous de la ligne. Si vous avez busté votre 100 gigs, ben, c'est là que vous allez commencer à être chargé à 12 cents le gig supplémentaire. Évidemment, il y a des différences entre les data centers, les backups, quand on va à l'extérieur, etc., etc. Il y a des tarifs différents. Je dis tout le temps 12 cents parce que c'est celui le plus commun en Nord-Amérique. Mais si vous allez extraire des données dans d'autres data centers des autres régions du monde, le prix pourrait varier, évidemment. Du côté PME, la plupart du temps, on est du côté Canada. Petite parenthèse, dans les deux data centers canadiens, on a une particularité, les prix sont régularisés.
C'est-à-dire que les prix sont identiques dans un data center ou l'autre, contrairement aux autres régions du monde, que ce n'est pas tout à fait ça. Nous, au Canada, on est spécial. Non, on est mieux, disons ça comme ça. Prochaine slide. Ah oui, le progressif au niveau du backup. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie d'en parler. Celui-ci, au niveau du backup, ben, le prix va augmenter de façon un peu plus exponentielle au début et après ça, va se stabiliser parce qu'évidemment, le backup, c'est juste des churns. C'est la différence à tous les jours. Donc, les premiers jours, la courbe va être plus agressive parce que ça va être flambant neuf, mais après ça, ça va stabiliser. Le client va tout le temps modifier les mêmes databases, les mêmes fichiers, les mêmes répertoires. Ça devient quand même assez redondant. Donc, le backup va se stabiliser au fur et à mesure. Et évidemment, tout le monde va se faire pogner à un moment donné une fois dans sa vie. Il va y avoir un technicien qui va être smart, qui va dire hey, je vais faire un snapshot de la VM, puis je vais l'envoyer à l'extérieur. Je vais l'envoyer sur mon OneDrive, mon Gmail, blablabla. Oups! Ben là, on va se ramasser que ça se peut que ça coûte cher au niveau du egress data parce qu'on va envoyer une machine complète à l'extérieur. Ça va faire pogner. L'autre coup aussi, c'est que vous allez avoir un gars qui va dire hey, je vais faire une copie du répertoire, mettons FData 1000 ou quelque chose du genre. Puis là, il va faire 2, 3, 4 copies, 2, 3, 4 versions pour faire son fin-fin. Mais là, ça va faire un méchant churn cette journée-là. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit hoquette au niveau du backup. Mais comme on va voir dans le price calculator, c'est pas ça qui coûte le plus cher au niveau du backup. Mais attendez-vous que vous allez faire poser des questions et challenger par rapport au client qui va vous dire ben, s'il y a des variations, il faut trouver le pourquoi du comment. C'est là où est-ce qu'on va entrer avec le Azure Cost Management. Fait que c'est là que je vais pouvoir vous aider pour expliquer et deep diver à l'intérieur de la souscription, voir qu'est-ce qui crée des variations au niveau de la facturation. Impact du statut d'une VM sur les coûts. Ah, celle-là n'est pas pire. Ça semble bien niaiseux, mais c'est super important. Ça arrive à tout le monde de se faire prendre avec cette petite subtilité. La question qui se pose, c'est qu'en est-il des coûts lorsque la VM est down? Voyons, désolé, je vais prendre une petite gorgée d'eau, commençons de la misère. Voyons ici les deux statuts pour signifier que la VM est down, c'est-à-dire arrêtée et désallouée. Donc, stopped puis deallocated en anglais. Donc, si je m'en viens ici, comme je peux voir, j'ai deux statuts d'arrêt. Et celui qui est up and running, évidemment, là, celui-là, je n'en parle pas. Là. Je pense que tout le monde va avoir compris que quand la VM est up and running, on paye pour toutes les ressources et services qui y sont associés. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer. Donc, voyons ensemble. Lorsque la VM est arrêtée, qu'est-ce qui nous est chargé? Tout est chargé lorsque la VM est arrêtée. C'est là d'habitude là, que je me fais poser des questions, puis je me fais demander le pourquoi du comment. Lorsque la VM est désallouée, ça ne sera pas la même chose. Quelle est la différence entre les deux états? N'oublions pas qu'on est dans Azure, c'est un hypervisor, je ne ferai pas de cachette, hein, ça va être un Hyper-V qui est derrière, et j'ai des VM, j'ai des guests. Donc, lorsque la machine est arrêtée, la machine est quand même électrifiée. La VM est toujours connectée et dépendante de son host. Donc, on paye pour la connectivité et l'électrification. Lorsqu'on a des licences en mode Azure Hybrid Benefit, par exemple, ben, on va payer pour les licences, évidemment, ça va de soi, on les paye de façon mensuelle. Mais le CPU et la RAM sont encore électrifiés, donc oui, on va les payer. Le disque dur, c'est un espace qui vous est réservé. Que la VM soit là ou pas, le disque dur, on va le payer pareil, ça vous appartient. La carte réseau, il pourrait y avoir des frais. J'ai mis oui, là, j'aurais dû mettre un peut-être. La carte réseau pourrait avoir des transactions in et out. Même si la VM est down, il peut y avoir des pings ou autres sur la carte réseau. Ça va être minime, là, on ne se le cachera pas, là, mais il pourrait y avoir des frais, il faut faire attention. Puis au niveau de la sauvegarde, ben oui, évidemment, même si la VM est arrêtée et même désallouée, ben, si vous continuez à faire des backups, évidemment, il va y avoir des frais par rapport à ça. Donc, ce qui m'apporte à à cette prochaine variable-là, c'est-à-dire désallouer. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ma VM, elle est détachée de mon host à ce moment-là. La machine VM est désallouée, donc elle est déconnectée, elle n'est plus électrifiée. Donc, lorsqu'on est en pay-as-you-go, on ne paye pas de licensing fee parce que la VM est down, parce que le frais de la licence va avec la VM qui est en pay-as-you-go.
Lorsque c'est le cas, on ne paye pas d'instance parce que la machine n'est pas électrifiée. Mais là, quand on est en Reserve Instance, évidemment, on a à paye, ça va de soi, sur le même concept que quand on a Hybrid Benefit. L'idée, c'est de payer à l'avance puis de donner un commitment à Microsoft que la VM soit up ou down. Le disque dur, on va le payer parce qu'évidemment, c'est une partition qui vous est réservée à louer. La carte réseau, c'est non, évidemment. Puis là, au niveau des backups, ben oui, excepté si vous avez arrêté la cédule de backup, évidemment. Donc, on défonce la porte ouverte. Lorsque la VM est arrêtée ou désallouée, est-ce qu'il y a des frais? La réponse est oui, il peut y avoir des frais quand même. La seule façon d'éviter complètement les frais, c'est de détruire et de retirer tous les produits et services qui sont par rapport à une VM. Ce qui m'apporte une belle parenthèse parce qu'on a accompagné plusieurs partenaires dans ce sens-là. Les gens ont détruit une VM, donc, ce qui a fait que ça a détruit l'instance. Mais devinez quoi? Les licences restent derrière. Et anciennement, les disques durs et cartes réseau restaient là. À cette heure, non. Là, il y a une petite question là, pour vous avertir là, à la création et quand on vient faire un delete. Mais les anciennes VM, non, ça ne posait pas la question. C'est qu'il fallait faire attention. Lorsqu'on détruisait une VM, il ne fallait pas oublier d'aller détruire le disque dur et la carte réseau qu'elle a avec. Et ça va de soi. Le backup est indépendant. C'est que si vous voulez vous en débarrasser, il faut aller le dire au système de se débarrasser du backup. Question de sécurité, question de prévention du côté Microsoft. Donc ici, là, ce qui est super important à se souvenir, lorsqu'une VM est arrêtée, n'oubliez pas qu'elle est encore électrifiée et il y a encore des frais. Donc, c'est super important de s'assurer qu'elle est désallouée. La question qui va aller avec ça, c'est comme, OK, c'est beau, c'est correct, mais je fais comment? Quand on est dans une VM à l'intérieur, soit à travers le RDP, à travers AVD ou un Remote Desktop Assist, ou peu importe, et vous allez dans votre menu de démarrer en bas à gauche et vous cliquez arrêter, vous arrêtez le guest. Le host, il n'est pas au courant de ça. Là. Fait que quand vous arrêtez le système d'exploitation, vous arrêtez la VM. Vous n'êtes pas en train de la désallouer. Donc, mon petit conseil, passez toujours par le portail Azure, cliquez sur votre VM et allez dire Stop ici en haut. Un peu sur les mêmes concepts que les boutons dans l'hypervisor. Il y avait Stop, puis l'autre là, était Shutdown, exactement le même concept. Là, du côté Azure, on a le même principe. Assurez-vous tout le temps que le statut est désalloué pour vous assurer que vous n'aurez pas des charges inutiles, le cas échéant. Point important ici. Lorsque on travaille avec des familles B, des familles burstable dans Azure, lorsque vous redémarrez vos machines, vous perdez vos crédits accumulés. Ça, on va en parler un peu plus tard là, dans la Azure Price Calculator. Lorsqu'on a des VM de type B, on a des crédits qu'on appelle des bursts, qu'on est capable d'aller chercher avec Azure. Bien, chaque VM, chaque grosseur a un portefeuille minimal, puis est capable d'accumuler des crédits jusqu'à un certain maximum, évidemment. Mais lorsque la VM redémarre, on reset le portefeuille. Donc, vous perdez tous les crédits accumulés. Faites juste attention. Les séries B, amusez-vous pas à rebooter ça n'importe où, n'importe quand. C'est un petit peu gênant. Fait que c'est juste à faire attention. Fin de la parenthèse. Ding! La facturation maintenant, en détail. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Lorsqu'on démarre une VM, on le dit depuis le début, on est en pay-as-you-go, on est en consommable. Donc, vous allez recevoir une facture pour la VM. J'apporte à votre attention, là c'est tout petit, là, les dates d'anniversaire pour les deux souscriptions ici sont du premier au dernier du mois. Donc, si vous démarrez une VM en plein milieu du mois, ben, la facturation va démarrer en plein milieu du mois. Donc, vous allez payer à l'heure, tout simplement, et vous allez recevoir votre facture à la fin du mois. C'est toujours du post-consommation, c'est-à-dire que vous allez utiliser, consommer. À la fin du mois, Microsoft vont compiler. Ça lui prend 2 semaines à nous envoyer la facture. Ça nous prend, nous, quelques jours le temps de décortiquer tout ça, de vous la renvoyer mode direct, indirect. Donc, c'est du post-consommable. Vous allez toujours recevoir la facturation du consommable en retard. Je sais, c'est pas facile, c'est pas évident, mais bon, c'est la règle. C'est un peu comme la facture de carte de crédit, vous allez la recevoir en retard parce que votre fournisseur ne sait pas quel achat, puis à quelle quantité, puis à quelle hauteur vous avez fait. Donc, il faut compiler les données et vous les envoyer.
Petite parenthèse, chez TechCloud, c'est du garbage in, garbage out. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune manipulation au niveau de la facture. On vous envoie exactement ce que Microsoft nous envoie. Je vous en passe le papier, vous ne voulez pas voir de quoi ça a l'air. C'est pas toujours Jojo. Fait que, mais faites-vous-en pas. C'est facile. Ce qui rentre de la main gauche, on vous l'envoie de la main droite, puis that's it. C'est aussi simple que ça. Que ce soit un mode de facturation direct ou indirect, évidemment. Donc, ici, ce qui est important de retenir, c'est au niveau du consommable, c'est les dates d'anniversaire du premier au dernier du mois, tout simplement. Donc, vous payez pour ce que vous consommez. C'est aussi simple que ça. Ensuite, dans le portail Azure, donc sur la petite tuile bleue, vous allez avoir le petit. Oh, mon truc n'est pas à bonne place. C'est sur le signe de dollar que ça aurait dû être. Donc, le petit signe de dollar va vous apporter au détail de la facturation. Celui-ci va vous dire c'est quoi les éléments, c'est quoi la quantité, c'est quoi l'unité, etc., etc. Donc, ça peut vous donner un coup de main là, pour faire la justification. Mais je vais vous apporter assez vite dans le Cost Management Tool là, du côté Microsoft. C'est beaucoup plus détaillé. Les chiffres ne sont pas toujours égaux, évidemment. C'est un petit peu tannant là, parce que Microsoft font du round-up. Ils vont faire des ajustements qui ne sont pas alignés dans le Cost Management Tool. C'est un peu tannant. Là. Les chiffres ici sont exacts. Dans le Cost Management Tool, des fois, on voit que c'est pas tout à fait ça coche. Là. OK, des demi-cents arrondis au bout du mois, ça peut faire quelques piastres de différence. Là. Des fois, ça chatouille, là, mais l'idée, c'est de décortiquer, de trouver qui a fait quoi dans Azure, pourquoi qu'on a une justification d'augmentation, de diminution de coûts. C'est surtout à ça que ça sert dans le CSP. Donc, ici, dans notre outil, nous, on a à l'écran où on a encore le mode CSV qui est disponible. Le PDF, on l'a enlevé, qui n'était plus utile. Maintenant, la deuxième partie, quand on a du consommable et qu'on va rajouter des réservations et des plans d'économie. On va avoir une deuxième facture. Ici, super important, je porte à votre attention, les dates de l'anniversaire. OK, c'est correct, là, c'est écrit tout petit, mais ceux-ci sont différentes et complètement indépendantes du consommable. C'est-à-dire que la date d'anniversaire d'un saving plan ou d'une reserve instance va être selon la date à laquelle il est né. Si c'est le 3e, 4e, 17e jour du mois, ça va partir de là et la facturation se fait au mois. Ça, c'est de la pré-consommation, c'est-à-dire que c'est un prépayé qu'on achète tout simplement. Donc, je sais que ce n'est pas évident. Vous allez recevoir 2 facturations. Ce n'est pas facile pour la consolidation. Mon best, c'est de vous dire de démarrer les saving plans et les reserve instance le premier du mois. C'est assez ordinaire comme recommandation, mais c'est le seul truc qu'on a malheureusement. Là. Mais une fois que la roue se met à tourner, après ça, c'est beau, c'est correct. Là, mais pour la justification, pour la consolidation, je sais, c'est pas toujours évident à voir et à contrôler. Fait que si vous êtes capable, le premier du mois, sinon on vit avec les dates d'anniversaire qui sont complètement indépendantes. Puis un même client, comme vous pouvez voir, il y a 2 souscriptions, c'est 2 dates complètement différentes. Un point super important. Vous allez me demander, est-ce que le prix des réserves peut être stable? La réponse est non. Parce que tout ce qui est dans Azure, c'est billé en américain et Microsoft nous envoie la conversion canadienne. Donc, demain matin, vous payez une réservation 100 ben, ça se peut que le mois d'après, ça soit un peu plus haut ou je ne pense pas que ça arrive, que ça soit un peu plus bas, mais vous comprenez l'idée. À tous les premiers du mois, il va y avoir un ajustement du taux de conversion. Donc, le prix va être variable de quelques cents, évidemment, mais on ne peut pas attribuer un budget fixe et se dire que Microsoft Azure va coûter ça. Il y a trop de variables, entre autres le taux de conversion. Fait que ça, c'est très important à garder en note. Prochaine slide, on parlait des familles. Tantôt, j'ai parlé des familles B, entre autres. Je n'irai pas trop loin là-dedans. Ce que je veux ici, c'est simplement brosser rapidement un petit tableau des familles. Là. Fait que dans le fond, avec toute l'expérience de nos partenaires, on constate rapidement que les familles D comme Denis, puis E comme Echo sont les plus populaires et sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des clients. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, là, mais grosso modo, les familles D sont ceux qui sont équilibrés, c'est-à-dire que le nombre de CPU versus RAM, le ratio équilibré. 2 CPU, 4 GB de RAM, 4 CPU, 8 GB de RAM, et etc., etc. Tandis que les familles E, eux, sont avec un ratio élevé au niveau de la RAM. Donc, avoir 2 CPU, 8 GB de RAM, 2 CPU, 16 GB de RAM,
etc., etc. Donc, les familles E vont plus être assujetties lorsqu'on va avoir du RAM intensif au niveau de la consommation. On a besoin moins de CPU, mais plus de RAM. On va voir ça quand on va avoir du SQL, du Oracle, ou dans quelques cas, on va voir ça du AVD lorsque les gens sont plus RAM intensifs, qui font des gros tableaux Excel et des trucs comme ça. C'est là ce que ça va devenir intéressant. Dans les familles B, comme je parlais tantôt, ceux-là, bien souvent, sont à moitié prix. Ça vaut la peine, mais il faut faire attention. On applique ça dans des cas particuliers. Puis c'est là où notre équipe teammates sont là pour vous accompagner. C'est là le best, qu'eux vont vous donner des recommandations de ce côté-là. Quand on fait du scoping au niveau du pricing, je peux vous aider aussi de ce côté-là. Je vous ai mis le petit lien en bas qui est cliquable dans la présentation pour aller voir la différence entre chacune des séries. Quand même assez important, mais dites-vous que les D et E vont être les plus générales. On commence à avoir de plus en plus de gens qui vont faire du CAD et du graphique et du vidéo du côté Azure, parce que oui, dans le data center canadien centre, on a des machines avec des GPU, avec des AMD et des NVIDIA, des Tesla. Donc, ça devient intéressant. Donc, les NV, tranquillement, on voit des clients qui vont aller faire du CAD, AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, etc., etc., pour juste nommer ceux-là, et faire du CAD ou du vidéo à l'intérieur. Petite note, évidemment, on est limité par le canal RDP, donc le nombre d'images par seconde est limité par la technologie. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait du mécano-soudé, du piping, du électrique ou du structural, c'est vraiment hot, ça marche bien, c'est correct. Si vous avez quelqu'un qui fait du rendering, qui fait du walkthrough, qui fait de l'animation, ouf, là, on n'est pas là. C'est pas Azure la limitation, c'est le protocole à distance. Oui, il y a des third parties qui ont commencé à développer des engins de compression. C'est pas chez Microsoft, mais ça peut être prometteur. Mais bon, bref, fait que, si vous voulez explorer ça, dites-moi-le, je vais scoper, on va faire un peu d'architecture et on va regarder où est-ce qu'on s'en va. Mais on a quelques clients qui ont commencé à faire l'exploration. Jusqu'à date, il y en a qui sont très satisfaits. N'oubliez pas, dans AVD, on peut mettre plus d'un usager sur une VM. Oh, là, on commence à être intéressant. On est capable d'avoir une machine CAD, OK, qui coûte quelques centaines de dollars par mois, mais on peut mettre deux, trois usagers dessus. Ah, ça devient intéressant. Et on peut être élastique du côté Azure. Hein? Donc, n'importe quand, on est capable de grossir ou rapetisser la VM. Donc, on est capable de rajouter ou de diminuer le nombre d'usagers. Ah, ça devient intéressant. Donc, on a de l'élasticité pour le client. À discuter le cas échéant. Vite, vite, ici, la convention de naming. Je passe une petite slide là-dessus juste pour vous donner une idée. C'est pas super important, mais c'est quand même agréable de savoir de quoi qu'on parle. Donc, ici, c'est pour vous donner un peu d'extra, de connaître le pourquoi du comment, de comprendre en un seul coup d'œil qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, la nomenclature fonctionne toujours la même. On a la famille et la sous-famille. Le nombre de processeurs, si, tout dépendamment si c'est avec des contraintes ou pas. S'il y a des fonctionnalités supplémentaires, le type d'accélérateur et la version. Comme ici, un des plus complexes qu'on voit, on voit que c'est une famille N avec la sous-famille de V. On a 16 CPU. Et on va voir ici en dessous que c'est une famille AMD. Petit point particulier. C'est-à-dire que quand on voit le petit A, on voit que c'est un AMD. Quand on n'a pas de petit A, ça veut dire que c'est du Intel. L'absence ne confirme pas tout, mais bon, c'est Microsoft qui ont fait ça de même. Et le petit S à côté dit comme de quoi que c'est le stockage premium. Donc, je reviens à mes moutons. Quand on disait que c'était la famille D, la famille E les plus importants, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la majorité des cas, allez avec un DS ou un ES, parce que vous allez avoir accès à des disques durs SSD premium. Oui, oui, effectivement, les SSD standards puis les HDD sont toujours là, mais évidemment, il y a des règles de plus à comprendre. On va voir ça dans Azure Price Calculator tantôt au niveau des transactions. C'est pour ça qu'on y va toujours avec le premium pour éviter toutes ces transactions-là, par un frais de base un peu plus statique, ce sera plus facile pour le client. Anyway, de toute façon, le client, demain matin, on y veut un PC, on n'ira pas mettre un HDD dedans, hein, on va mettre un SSD, c'est quand même assez évident. C'est un peu le même concept du côté Azure. On continue notre petite aventure. Les tailles de machines. Bon, une question à 1000 $ à cette heure. Comment scoper les VM? Surtout quand on parle de AVD, mais même quand on va parler d'un serveur ordinaire. Dans le cas d'un AVD, la question se pose évidemment pour un RDS, c'est le même concept. Là, ici, je vais attaquer l'angle du multi-user sur une VM.
Petite note. Nous, ici, là, on est un distributeur. On est là pour répandre la bonne nouvelle, pour partager les bonnes pratiques avec vous autres. Fait que ici, là, nous encourageons évidemment à lire la documentation, une petite lecture de 6 pages là, chez Microsoft, puis faire vos propres tests et conclusions. Blague à part, chaque environnement est différent. Serveur, usager, charge de travail, c'est jamais la même poutine. C'est toujours, toujours différent. Donc, ici, comme on peut voir, la première recommandation du côté Microsoft, c'est pour ce qu'on appelle les monosessions, c'est-à-dire l'usager ratio 1 pour 1. C'est pas tout à fait ça qu'on veut. Nous autres, on va faire du AVD. Bon, on va passer à la deuxième. Donc, les multisessions. Honnêtement, là, lorsqu'on fait des accompagnements dans l'Azure Price Calculator, la règle de base n'est pas tout à fait la même chose que Microsoft nous propose, mais bon, on a essayé de résumer, puis on y a été avec du gros bon sens, évidemment. Donc, la règle de base, puis ici, prenez-moi pas au pied de la lettre, mais c'est pour vous donner une idée. Dans le cas d'un light user, un gars qui fait du Word, Excel, Outlook, et peut-être un petit système comptable, par exemple. Ben, on va parler de minimum 4 CPU pour la VM et 2 gigs de RAM pour la VM et 2 gigs de RAM supplémentaires par usager. OK? Donc, 4 CPU, 2 gigs de RAM pour le système d'exploitation et 2 gigs de RAM par usager. Fait que faites le calcul. Fait que si vous êtes 5 usagers, 5 fois 2, 10, plus 2 pour le système d'opération, on va tomber à 12. Donc, 4 CPU, 12 gigs de RAM. Fait qu'on va falloir trouver tantôt dans le pull-down menu les VM qui sont assujettis à cette opération-là. L'enjeu ici, c'est pas compliqué, c'est le footprint des usagers. Combien de RAM par usager? N'oubliez pas, hein, c'est un share installation, donc c'est un pool, c'est un partage d'infrastructure. Donc, les usagers vont être en mode familial. Fait que les usagers plus gourmands vont en consommer plus, puis les usagers moins gourmands vont en consommer moins. Donc, ça peut s'arrondir à la fin de la journée, tout ça, là. Donc, l'idée ici, c'est de penser famille, de partager. Mais on le sait, hein, c'est pareil comme les enfants qui pigent dans un genre à bonbons, là. C'est que plus qu'il y en a, plus qu'ils vont en chercher, là. C'est tout le temps comme ça. Donc, il faut juste s'assurer qu'il y en a simplement ou tout simplement pour tout le monde. Mais gardez en tête que c'est toujours du cas par cas. Il faut toujours avoir une bonne discussion avec le client afin de bien scoper ses besoins. Je le sais, là, c'est un peu comme du speed dating, là, mais on apprend à travers tout ça. Puis n'oubliez pas, c'est élastique, hein. Si vous avez overscopé, on peut diminuer la performance de la machine. Si vous avez underscopé, on est capable de grossir la VM sans aucun problème. C'est shutdown, resize, reboot, et voilà. Ça se fait durant l'heure du break, là, c'est une question de minutes, là. C'est ultra rapide à faire, ça, il n'y a aucun problème. Puis le client peut constater sur le champ la performance diminuer ou augmenter. Fait que c'est pas dur d'être avec lui au téléphone puis de dire bon, là, ça marche mieux, est-ce que tu as plus de performance, que c'est moins laggy, etc., etc. Tout ça, ça valide là, super rapidement. Calculateur de prix. Enfin, on arrive au cœur de la présentation, à la pièce de résistance de l'atelier. Ici, on va voir ensemble, on va parcourir l'Azure Price Calculator. On va faire un estimé de prix. On va faire un exemple pour un environnement VD parce que oui, en tant que distributeur, notre rôle, ce n'est pas de parler de soumission, mais bel et bien de parler de proposition de service. D'ailleurs, le mot soumission que j'aime pas bien, là, c'est bref, mais ça reste à vous de faire des propositions de service. Nous, on reste ici pour faire un estimé de prix. Ici, mon rôle, ça va être de vous accompagner, de vous former, vous autres, les partenaires. C'est à vous de se servir de cet outil-là, créé par un gars de Microsoft. Petite parenthèse, qui serait peut-être pas mon ami, là, parce que il me semble que j'aurais mis ça un peu plus what you see, what you get. Mais bon, bref, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Mais je dis ça, il me semble qu'il y aurait eu de place un peu pour l'amélioration, là. Je ne veux pas être négatif, là, mais être créatif puis être positif. Hein? Clin d'œil, clin d'œil. Donc, mettons que ça pourrait être un peu plus simple, mais l'Azure Product Calculator, c'est l'outil qu'on a. On va s'organiser pour être fluide, on va s'organiser pour bien le comprendre. Fait que, anyway, de toute façon, ma job aujourd'hui, là, c'est de vous expliquer pour vous simplifier tout ça. Vous allez voir, oh oui, c'est compliqué, mais une fois qu'on a compris le complexe derrière tout ça, ça devient moins compliqué. Il faut juste savoir de quoi qu'on parle puis comment c'est que ça fonctionne.
Donc, donnez-moi une seconde. Je démarre le Azure Price Calculator de mon côté et je vais juste ajuster mes fenêtres. Ça comme ça. Et j'enlève ça et je m'en vais partager ma fenêtre, celle-là ici. Peut-être un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, juste pour être certain que vous voyez bel et bien mon écran du côté Azure Price Calculator. Super, merci beaucoup Pierre-Marc. Donc, ici, cette grosse bibite-là du Azure Price Calculator. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est un peu comme un panier d'épicerie. On va aller mettre les produits, les services et ressources qu'on a besoin à l'intérieur. Je vais défoncer une porte ouverte tout de suite encore, là. Ce qu'on va faire ici, c'est malheureusement pas recréer automatiquement du côté Azure. C'est-à-dire que tout le design qu'on va faire ici, on ne sera pas capable de le rapatrier du côté Azure d'un simple bouton. Vous voyez ça comme une liste d'épicerie. Quand vous partez avec votre petit bout de papier, puis vous allez chercher votre panier d'épicerie, ben, si vous ne suivez pas la liste, ben, ça se peut que vous oubliez du stock. Puis si vous êtes tout excité, ça se peut que vous mettez du stock de plus dans votre panier. Ça ne sera pas le prix escompté une fois rendu à la caisse. Donc, ce qu'on va faire ici, ça génère un estimé d'utilisation. Par la suite, c'est à vous d'aller dans le portail Azure et de recréer ça de toutes pièces, comme une recette dans la maison, dans la cuisine. On a nos ingrédients, c'est à nous de tout remélanger ça. Si on se trompe dans le dosage, ça ne goûtera peut-être pas ce que c'était supposé de goûter. Ça, je me le fais dire une fois de temps en temps. Bref, revenons à nos moutons. Je me crée une nouvelle estimée puisque je veux partir flambant neuf, moi, aujourd'hui. On va regarder du côté Azure Price Calculator. Donc, j'ai besoin de mettre dans mon petit panier une machine virtuelle. Donc, je vais aller rajouter ça ici. Du côté Azure, AVD, on sait qu'on n'a pas besoin d'une adresse IP. Tout ça est géré du côté Microsoft. On sait qu'on n'a pas besoin de VPN. C'est géré du côté Microsoft. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. C'est ma machine virtuelle et c'est tout. À l'exception près que je vais sans doute avoir besoin d'un backup. Fait que je vais venir m'en rajouter un. C'est pas parce que je suis dans Azure que je suis protégé, c'est à moi de mettre les protections, comme je parlais tantôt. Oui, si j'ai un service third party comme backup en ligne, ben, je vais le traiter de façon indépendante. On n'oublie pas ici, on va aller voir, oups, pas celui ci que je voulais, c'est celui-là ici, on va aller voir au niveau de l'infrastructure. Donc, j'ai mis dans mon petit panier ma machine virtuelle ainsi que mon backup. Première des choses à ne pas me faire pogner comme un bleu tout le temps, c'est d'aller voir ici l'unité monétaire. À toutes les fois, il est en US, il faut tout le temps se faire, tout le temps les valider. Donc, je vais aller mettre en canadien pour ne pas avoir de petites surprises financières avec mon client. Petit indice visuel, le symbole de CA va apparaître. Donc, je commence mon épicerie. J'ai accès à tous les data centers du monde. Petite parenthèse, nous, en tant que distributeur canadien, on peut mettre des VM n'importe où. La seule restriction qu'on a, c'est de faire de la facturation à une adresse canadienne. C'est tout. Donc, votre client peut être n'importe où dans le monde, il n'y a pas de problème. C'est juste que la facturation doit être faite à une adresse canadienne. C'est tout. Donc, on a 2 centres de données au Canada. Bon, comment on fait pour départir les deux? 2 règles simples. Première, le data center le plus proche de nous et le data center qui répond à nos besoins. Qu'est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire que Canada central, c'est là où est-ce qu'on va mettre les OBNL ou les ou SBL ou les non-profits. C'est là que les sponsorships y sont situés. C'est la règle. Ensuite, c'est là où est-ce qu'on va avoir des GPU. C'est là où on va avoir du ZRS. Bon, trop compliqué pour dire, là, mais si on a un client qui veut profiter de l'opportunité de séparer ses œufs dans des paniers différents, c'est-à-dire que le data center est séparé en 3 zones, 3 buildings complètement indépendantes, ben c'est là où on va s'en aller. On va voir ça quand on va avoir du AES transactionnel, des gros serveurs SQL, des trucs comme ça, qu'il va y avoir des instances additionnelles, c'est là qu'on va aller jouer. Dans un cas de figure comme ça, dites-nous là, on va vous accompagner toute la patente. Mais grosso modo, pour faire du AVD, par exemple, on va juste se situer au niveau de la localité de notre client. On va prendre celui qui est le plus proche. Les prix sont régularisés, comme je disais tantôt. Donc, peu importe lequel vous allez prendre, ça va être les mêmes prix pour tout anyway à l'intérieur. Je passe par-dessus ça parce que oui, je suis capable de faire du Linux, mais dans mon cas, ça va du AVD. Donc, j'ai mon Windows. Je ne veux pas de BizTalk puis d'SQL parce que oui, on peut les intégrer dans le calcul.
Lui ici, je ne m'en sers pas, ce n'est qu'un filtre. Lui non plus, je ne m'en sers pas. Je vais saucer tout de suite à lui ici. Au niveau des instances, c'est là où que le mal de cœur pogne. Comme vous voyez, la liste, c'est épouvantablement long, ça n'a même pas de sens. On revient une coche derrière ici, mon ami Instance Series. On se souvient ce que j'ai dit au début, hein? On va aller chercher des séries DS ou ES et aller toujours chercher les dernières générations V5 ou V6, par exemple. Les V6 ont commencé à sortir tranquillement. Ils ne sont pas tous disponibles dans toutes les catégories, mais ils s'en viennent. C'est comme demain matin, vous vendez un nouvel ordinateur, vous n'allez pas vendre un vieux Celeron, vous allez vendre le dernier Xeon qui vient de sortir, puis c'est tout de la dernière génération, là, évidemment. Fait que c'est la même chose du côté Azure. On va aller chercher, par exemple, des SV5 ou si les V6 sont disponibles. Non. Dans notre cas, c'est des SV5. Oh, moi, le premier, j'allais faire une erreur. Désolé. DS. V5. Ici, il ne faut pas se tromper, hein? Des SV5 et non pas des V5. Le petit S, c'est super important. Il faut avoir accès au disque dur SSD Premium. Donc, je viens chercher ma sélection des SV5, par exemple. Ouf. Puis là, je regarde ma liste. Oh, là, ça commence à avoir de la classe. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est du scoping. Nombre de CPU, nombre de RAM. Dans le cas d'un AVD, comme je disais tantôt, la règle est quand même assez simple pour du light usage. Hein? Prenez-moi pas au pied de la lettre non plus. Donc, 4 CPU minimum. Et après ça, c'est 2 gigs de RAM pour le système d'opération, plus 2 gigs de RAM par usager. Cas de figure, j'ai 5 usagers. 5 fois 2, ça fait 10. Plus 2, j'en ai besoin de 12, comme on disait tantôt. Donc, qui est-ce qui répond à ce critère-là? Bon, lui, trop petit. Lui, parfait. That's it. Fait qu'on va aller chercher un 4 CPU, 16 gigs de RAM. J'ai une machine virtuelle qui va rouler 24 heures sur 24 parce qu'on est billé à l'heure, on est facturé à la fin du mois, tout simplement. Rappelez-vous, si ma VM ne roule pas, je ne suis pas billé pour certains items, certaines ressources, dont mon instance, ma machine est désallouée. Fait que je ne serai pas chargé à l'heure, tout simplement, dans un cas de figure. Mais quand même assez rare quand je shut down des VM, là, ou à moins de faire des maintenances, des trucs comme ça, ils sont toujours au bottom running. Donc, j'ai mon infrastructure CPU et RAM. Maintenant, on va tomber du côté semi-commission, comme je parlais tantôt. Voici le pourquoi du comment. Donc, ici, je suis en mode pay as you go, je paye à l'heure. Saving plan, c'est pour les grandes entreprises. Moi, je m'occupe des Reserve Instance. J'ai 1 an et 3 ans. Évidemment, le taux d'économie est beaucoup plus intéressant. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un commitment. 3 ans, c'est long. N'oubliez pas, hein, c'est un commitment ouvert. Je m'en viens juste pour le fun du côté ici, IT Cloud, Tool, CSP 12%. Je m'en vais voir la policy de refund de Microsoft. Microsoft ne charge pas présentement de frais de terminaison actifs. Oui, il pourrait être 12%, je le sais. Je n'ai pas de boule de cristal magique, mais je le sais que depuis 3 ans, c'est la même règle qui tient. Donc, Microsoft n'a jamais chargé de frais de terminaison actifs. Des réservations, on en cancelle plusieurs par semaine. Il n'y a aucun problème. Vous êtes remboursé au prorata de la journée. Mais oui, Microsoft pourrait mettre un 12%. Donc, je ne peux pas garantir l'avenir, mais le passé, je vous le dis, ça n'a jamais arrivé. Donc, aujourd'hui, quand vous signez un contrat, vous n'avez pas de frais de terminaison actifs lorsque vous les cancellez. En tant que revendeur, vous êtes autonome pour les mettre en place quand on a ouvert la permission. Pour modifier, canceller, vous avez simplement besoin d'ouvrir un ticket de service technique avec nous. On va le faire. Oui, il y a d'autres règles, mais entre vous et moi, la journée que vous allez avoir un client à 50 000, on va se reparler. C'est pas tout à fait la même chose. Avec de façon quotidienne et courante, on en fait, ça, c'est pas un souci. On revient aux moutons. Donc, évidemment, le best, c'est d'y aller avec une réservation de 3 ans. Alors, regardez bien ce qui va se passer avec le prix. Boum! Et voilà, on vient de splitter. Ici, on parle d'un AVD. J'ai ma licence VDA qui est incluse dans Business Premium. Donc, ma licence, je vais passer de License Include à Azure Hybrid Benefit. Je sais, les termes portent à confusion, là, mais moi, ce que j'ai besoin ici, c'est de faire disparaître le frais. Petite parenthèse, ce 192 $-là est relié à la grosseur de ma VM. C'est le frais de location de Windows que Microsoft me charge. Donc, moi, j'ai déjà ma licence VDA qui est déjà incluse pour AVD à cause de Business Premium. Je vais tout simplement faire disparaître mon prix. Et voilà. Là, je tombais à 82 $ pour ma VM. Oh, pour 5 usagers, on commence à jaser. On continue notre petite épicerie. Le disque dur, je parlais tantôt qu'on va toujours y aller avec des premium SSD.
Petite parenthèse, si vous avez oublié le petit S dans la nomenclature plus haut, là, lui ici, il ne sera pas là, là. Vous allez avoir fait une gaffe. Je vais juste aller changer l'instance puis de revenir tout simplement. Donc, SSD Premium, j'ai besoin de choisir ma grosseur de disque. 128 gigs le minimum pour un AVD. On choisit un disque dur plus gros. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. On peut toujours grossir notre disque dur. Rapetissé, c'est pas supporté. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais pensez-y. Donc ici, c'est à vous de désigner le footprint de vos usagers. Temporary, au niveau du download, au niveau du desktop, toutes les cochonneries qu'un usager peut apporter, quel est le poids d'un usager et on choisit. Entre vous et moi, pour un remote desktop, excusez l'expression, pour un AVD, 128 gigs pour 5 usagers devrait être suffisant, Word, Excel, Outlook. On sait qu'on va tout aller mettre les données dans SharePoint, OneDrive. Tu sais ce qui va être sur le disque dur? Ben, les données opérationnelles, database, transactionnelles ou quelque chose de genre. Donc, ça ne devrait pas être très, très pesant. Allons-y avec un disque dur. On n'oublie pas de le rajouter tout simplement dans notre listing. Au niveau du bandwidth, c'est ça que j'ai parlé au début. Donc, on a le droit à 100 gigs par mois par VM. Et par la suite, ça coûte. Ah, on est rendu à 11 cents, ça a baissé. On était à 12 cents la dernière fois que j'ai fait l'exercice. Vive Microsoft. Donc, 11 cents le gig supplémentaire si vous dépassez tout simplement. Je le laisse là, je le garde en note, comme ça fait un petit clin d'œil. Et voilà, je suis rendu à 84 pour l'infrastructure de ma VM. À ça, il va falloir que je rajoute mes licences de business premium lorsque mes usagers vont en avoir de besoin. Au niveau du backup, maintenant, je retourne à mes moutons. Je m'en vais chercher mon centre de données. Je dis que je veux backup une VM. Oui, on est capable de backuper bien d'autres affaires, mais là, on va se concentrer sur une VM aujourd'hui. C'est une policy standard. Je vais rester de base. J'ai une VM à backuper. J'ai 128 gigs à backuper. OK, je le sais, demain matin, mon disque dur ne sera pas plein. Je vous souhaite qu'il soit plein à moitié. Donc, ce backup-là va être compressé. Fait que le backup qui va être chez Azure ne sera pas de 128, hein? Il va être de quoi? 20, 30, 40, 50 gigs. Donc, le prix va être assujetti. Vous me voyez venir, hein? Vous vous souvenez du dessin? La courbe du backup est progressive comme ça. Donc, les premiers jours, les churns vont être plus gros, puis après ça, ça va se stabiliser. Mais vous payez pour ce que vous utilisez. C'est de l'entreposage de données. La question qui suit, c'est OK, mais demain matin, je grossis mon disque dur. Il se passe quoi avec mon backup? Ben, le backup, il va continuer à grossir, puis le prix va augmenter en conséquence, puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Backup Azure égale entreposage de données. C'est tout. Il n'y a pas plus de config que ça. Donc, j'ai 128 gigs. Le backup policy, 30 jours de backup de base. Nous, on vous recommande fortement de revoir la cédule avec votre client. Souvenez-vous ce qu'on faisait avec les DDS et les LTO pour le passé. Là. Fait que là, aujourd'hui, j'ai 30 jours pour 20 de backup. Alors, regardez-moi ce qui se passe. Je me mets 7 jours, je me mets 4 semaines, je me mets 12 mois et je m'en mets pour 10 ans. Je suis rendu à 22 piastres. J'ai 10 ans de rétention de backup avec une politique super béton que je suis capable de restaurer n'importe quelle donnée pour mon client n'importe quand. Ça vaut vraiment la peine. Dans le cas présent pour l'exercice, je vais le remettre à 30, là, mais là, je vous démontre que ayez une bonne discussion avec votre client. Quelle est votre rétention? Quel est votre risque par rapport à la pérennité des données? Est-ce que vous voulez être capable de restaurer dans tous les cas, toutes les possibilités? Puis est-ce que vous avez des règles ou des engagements avec le municipal, le fédéral, le gouvernemental, avec vos fournisseurs, avec les États-Unis, etc., etc.? Est-ce que vous êtes tenu de garder vos données plus longtemps? Allez regarder de ce côté-là. Accompagnez votre client. Written Instant Restore Snapshot. On a fait compliqué pour pas grand-chose, mais ça ici, ce qu'on vous dit, c'est d'en avoir 5. Grosso modo, ce que ça dit, c'est que ça vous donne 5 chances de faire un Instant Restore. Tandis que, par exemple, si j'en ai 30 versions, je m'en mets 5 du côté chaud du backup pour faire des instant. Ben, je ne suis pas bon en maths, là, mais ça va m'en donner 25 du côté froid. Du côté froid, les backups sont entreposés et déshydratés. Donc, quand je viens pour m'en servir, il faut que j'attende. C'est un petit peu l'envers de la médaille. Et c'est pour ça que ça ne coûte pas grand-chose. C'est ça la catch. Fait que, on vous recommande fortement d'en avoir 5. 5, pourquoi? Parce qu'au Québec, on a souvent des congés à 4 jours. Donc, si vous avez un bloquant en encryption ou quelque chose qui se passe un vendredi, ben, vous allez être content le mardi matin d'avoir encore des backups qui sont disponibles.
Le churn, on vous recommande de mettre ça en moderate, mais ça dépend tout le temps de votre client. C'est qu'on met ça dans le milieu, on ne prend pas de chance. Et ici, la redondance, la question qui tue. Est-ce que je veux mettre mes œufs dans le même panier? C'est-à-dire qu'on a deux centres de données au Canada, à Est et Central. Donc, est-ce que je veux mettre ma VM et mes backups à la même place ou est-ce que je veux mettre mes VM et mon backup ailleurs? Donc, il va y avoir une différence de prix, évidemment. Donc, si je veux mes backups dans un centre de données, ça me coûte ça. Si je veux mes backups dans un autre centre de données, et voilà, ça me coûte le double. J'ai des données dans l'autre centre de données. C'est tout. Fait qu'ici, on parle de 36 pour un backup de 128 gigs que j'en ai 30 jours présentement avec 5 versions instantanées et j'ai un backup géo-redondant. On commence à jaser. Fait que là, je m'en viens ici, je collapse tout le monde et je vais aller extraire euh, mon estimé d'usage. Ce fichier-là est à vous, il va vous appartenir, il va, pardon, vous permettre de faire votre proposition de service. Et voilà. Fait que, et voilà, je me ramasse avec mon serveur qui est un D4S V5, 4 CPU, 16 GB de RAM. J'ai ma réservation de 3 ans. J'ai mon disque dur à l'intérieur. Donc, j'ai toute mon infrastructure pour 84 par mois. J'ai mon backup, disque dur plein, worst case scénario, 128 gigs, qui va me coûter 36 Donc, j'en ai pour ce petit montant-là. Ici, évidemment, je m'amuse toujours à accompagner nos partenaires pour venir rajouter les licences de Office 365 Business Premium, par exemple, si vous avez besoin, de parler de AvePoint Backup, évidemment, nos deux solutions à 3,95 et 5,95 si vous avez de besoin, et autres licences si jamais vous en avez de besoin. Par exemple, au niveau de Windows, au niveau de SQL, au niveau de RMS, RDS, etc., etc. Donc, je vous invite à venir manipuler tout ça et de venir tout simplement jouer avec votre fichier Excel pour venir à faire une somme de tout ce que vous avez de besoin, le cas échéant. Je n'ai pas parlé du support parce qu'évidemment, en mode CSP, c'est inclus chez nous. On a parlé un peu plus tôt de ça qu'une slide. Donc, le client, quand il y a des questions de support, quoi que ce soit, il vous appelle vous. Vous nous appelez nous et nous, on peut upgrader, escalader ça du côté Microsoft. On a des ententes avec eux, tout simplement. Fait que ceci, le fichier Excel, c'est à vous. Vous partez avec ça, vous faites votre proposition de service à votre client et vous avez votre estimé d'usage mensuel pour votre client. Le prix peut être plus bas et peut être plus haut selon la consommation, les variations, le pourcentage de conversion canadienne, etc., etc. C'est vraiment juste pour vous donner une idée de grandeur. Revenons à nos moutons. J'arrête mon partage et je retourne à mon fichier. Où est-il? Ici. On devrait être bon pour continuer exactement où est-ce qu'on était rendu. Résume. Et voilà. Peut-être juste un petit pouce en l'air, quelque chose, pour juste me confirmer que tout le monde revoit bien encore mon écran. On est dans le dernier stretch. On est à 11h30. Donc, cool, parfait. Donc, Azure Price Calculator, on l'a vu, ça c'est beau, c'est correct. Comme je disais tantôt, DS et ES sont nos deux machines famille préférées. Donc, encore une fois, cet outil-là est là pour vous aider à faire un estimé, non pas de soumission proprement dit. On est là, on va vous accompagner, on va faire du tweaking, on va faire de l'architecture avec vous autres. Il n'y a pas de souci, ça va nous faire plaisir. Vous avez besoin de vous booker une rencontre, puis l'affaire, elle va être ketchup. On l'a fait. C'est bon. Les outils à cette heure pour estimer. Fait que je vous ai mis quelques liens là, dans la présentation. Donc, du côté des ventes, les explications au niveau des machines, au niveau technique, au niveau du sizing. Quelle est la différence entre toutes les VM, les familles, les types de CPU, turbo cache, et blablabla. Si vous avez un client qui est super piqué, vous êtes capable de descendre avec lui au niveau de l'infrastructure, ça, il n'y a pas de problème. Un autre outil, le Total Cost of Ownership Calculator, honnêtement, faites-le une fois dans votre vie. Ça vaut la peine d'avoir le portrait global de c'est quoi le TCO? Comment coûte une infrastructure d'un client? Pourquoi justifier Azure? Quelles sont les traces d'économie par rapport à ça? Pourquoi les raisons? Donc, vous allez voir que votre client ça coûte de l'argent d'avoir une salle de serveur et d'entretenir des serveurs, l'électricité, la climatisée, la sécurité, le local, etc., etc. Donc, faites-le une fois dans votre vie. C'est gros, c'est complexe, mais ça en vaut vraiment la peine.
Les petites captures d'écran qui vont avec. Ah oui, c'est vrai, celle-là aussi. Fait que ça a sûrement changé. Là. Tenez-moi en pas rigueur, mais l'outil est toujours là, toujours disponible. Là. Mais c'est ça, comme je dis, ça vaut la peine de le faire une fois dans sa vie. Les économies, les oubliés. Ah, le advisor qui devrait être votre ami. Le advisor, je le dis souvent à la blague, là, ça devrait être votre page de démarrage dans la console de gestion Azure. L'advisor, c'est un peu comme le pharmacien de l'informatique de Azure. Il est là pour vous donner des conseils, des recommandations. C'est un peu comme votre Jean Coutu lorsque vous trouvez des amis. Plus précisément, ici, ce qu'on veut parler, c'est des orphelins dans l'advisor. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrez l'advisor, il va vous donner des advisories, il va vous donner des recommandations, ça va de soi. Mais là où ce que je voulais m'en aller, c'est par rapport aux orphelins. Je disais tantôt, lorsqu'on détruisait une VM, anciennement, les disques durs, carte réseau, l'adresse IP restaient là, ils restaient latents, ils restaient déconnectés. Donc, ils restaient encore avec des charges. On sait que c'est avec des piastres qu'on fait des 100 piastres. Ben, c'est un peu sur le même concept. On se ramassait que ça coûtait 10, 15, 20 piastres. Il n'y a personne qui voyait ça, ça passait sous le radar. Puis les clients, ben, ils gaspillaient de l'argent. Ils lançaient de l'argent par les fenêtres carrément. Fait qu'une fois de temps en temps, pour ne pas dire toutes les fois que vous vous branchez dans une souscription Azure, allez voir l'advisor, le cinquième avant-dernier menu à gauche dans le hamburger menu, ici en haut à gauche, pour aller voir si vous n'avez pas des recommandations de coût, sécurité ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'il y a plusieurs types d'advisory, évidemment. Donc, vous allez voir les orphelins, vous allez voir les recommandations pour les saving plans, vous allez voir les recommandations pour les reserve stands. Si vous avez des questions, vous nous faites signe et on va vous accompagner dans cette direction-là. Les métriques, déjà inclus, un autre des belles avantages d'aller du côté Azure. Donc, c'est déjà disponible à l'intérieur d'Azure. On a déjà une quantité impressionnante de données et d'informations qui sont disponibles pour le client et pour le revendeur pour être capable de faire du scoping, faire des recommandations et de prouver le pourquoi du comment quand on a des enjeux ou quoi que ce soit du côté Azure. Donc, c'est déjà inclus. Le graphique est déjà là, il est déjà disponible. Pas besoin d'avoir des tools indépendants pour aller faire de l'analyse. C'est déjà inclus du côté Azure. Les outils financiers, le Azure Cost Management, moi, je m'en sers de façon quotidienne, comme je disais un petit peu plus tôt, pour accompagner les partenaires, pour décortiquer et justifier les coûts dans des souscriptions Azure. Cet outil-là, faire ressortir l'information, il faut juste voir justement comment il y a eu des dépassements de coûts ou des trucs imprévisibles ou peu importe. C'est un peu comme le grand frère du signe de dollar qu'il y a sur la tuile bleue dans le portail Techcloud, comme je parlais un peu plus tôt. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller fouiller dedans lorsque vous en avez besoin pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une souscription. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement, vous nous faites signe, là, comme d'habitude, je vais être là, je vais vous accompagner de ce côté-là. Voici à quoi que ça ressemble, tout simplement. Fait que c'est un beau graphique. On peut driller down, on peut y aller par catégorie, on peut aller par souscription, type de produit. On est capable de faire des exclusions et d'aller sortir vraiment les informations qu'on a de besoin de ce côté-là. Petite parenthèse, il faut en demander l'accès. C'est une souscription CSP. Donc, encore une fois, Microsoft Architecture et Design ont bloqué cet item-là. Vous avez simplement besoin de faire une demande de support technique pour qu'on puisse activer la feature dans le compte du client. Donc, c'est par client. Encore une fois, ma petite recommandation, mettez ça dans votre stratégie de déploiement. Donc, quand vous déployez une souscription Azure, vous demandez d'activer les Reserve and Stand Saving Plan et d'activer le Cost Management Tool la journée que vous en avez besoin. Des petites bonnes stratégies, je passe vite là-dessus. Là, on émet plus ou moins des recommandations. On veut surtout porter ça à votre attention. On veut se permettre d'être proactif, d'être plus performant, d'être plus sécuritaire en tant que revendeur. Donc, avec tous les feedbacks qu'on a eus par rapport à nos autres vendeurs, les travaux qu'on a faits, les accompagnements, on a été capable de lister ici une petite liste là, de trucs qui sont quand même assez intéressants. Donc, premier, les alertes sur l'utilisation des réservations. Fait que très intéressant. La journée qu'une reserve and stand tombe non utilisée, que vous payez dans le beurre, ben, c'est le fun d'avoir une petite alerte qui va vous avertir. Ça arrive trop souvent, malheureusement, que quelqu'un qui change la grosseur de l'instance ou la famille, puis la réservation elle tombe non assignée. Vous payez dans le beurre, vous payez en double. C'est rare que les clients aiment ça. Donc, mettez-vous une petite alerte de ce côté-là. Les groupes de placement de proximité, ça, c'est vraiment hot. Assurez-vous que vos VM sont les plus proches possibles, d'avoir le moins de latence possible. Parce que oui, un data center, c'est grand. 2 VM pour le même client dans la même souscription peut se ramasser dans deux
rangés dans deux racks, dans deux blades complètement opposés dans un data center. Donc, de s'assurer de la vitesse meilleure entre les deux, si je peux m'exprimer ainsi, la latence. Assurez-vous de mettre des proximity groups pour vos VM. Question sécurité, la suppression réversible est améliorée au niveau des backups. On met une petite couche supplémentaire au niveau des backups pour ce qui est de la suppression réversible, pour pas que ça arrive, évidemment. L'autorisation multifacteur aussi pour au niveau de la protection des ressources. Quand vous êtes dans des grosses équipes de travail, ça peut être intéressant de mettre de la structure pour pas que quelqu'un se mêle les pinceaux quelque part. Les coffres immuables, encore une autre couche de sécurité supplémentaire pour les backups. Encore là, dans les grosses entreprises, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui gèrent ça, ça peut être intéressant de mettre cette fonctionnalité-là en place. Matériel marketing, en tant que distributeur, on est là pour vous accompagner du côté technique, mais du côté vente aussi. Donc, vous allez avoir une section blog de notre site Internet. Vous allez avoir de la bonne information que vous allez chercher de ce côté-là. La documentation aussi. On fait des articles une fois de temps en temps sur des sujets spécifiques. Donc, ça peut être intéressant d'aller puiser d'informations de ce côté-là. Sinon, vous pouvez rentrer en contact avec nous directement, soit les spécialistes et techniciens ou votre représentant de compte aussi, qui va vous enligner à la bonne place. Notre section publicité dans votre portail partenaire. Donc, vous avez encore accès à ce service-là. Jean-François est là pour vous aider, vous accompagner à mettre en place des Velox ou autres outils de publicité. Vous avez besoin. Oh, il manque un petit slide, l'ancienne portion du portail. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Ah oui, voici les exemples de one-pager qu'on est capable de vous créer, de vous partager, comme ici et l'autre. D'après aussi, les deux vont être par rapport à Azure Virtual Desktop. C'était l'idée et la raison de la rencontre aujourd'hui. Donc, voici qu'est-ce qu'on est capable de vous fournir pour approcher vos clients, de leur démontrer l'avantage, la sécurité, la gestion qui est simple par rapport à AVD. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant de mettre dans votre portefeuille de publicité et d'approcher vos clients avec ça. Donc, le travail est déjà fait, déjà tout pré-mâché. Donc, vous êtes capable de partir avec cette publicité-là et de mettre vos logos, vos designs, votre nom et de partir avec, tout simplement. Matériel marketing du côté Microsoft, évidemment, ils ont une source inépuisable d'informations. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir les différents webinaires qu'ils ont déjà faits. Il y en a qui sont alignés directement à Virtual Desktop. Donc, un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, ils vont couvrir des sujets différents, des sujets un peu plus pointus. Il y a de la documentation par rapport à ça, évidemment, dans certains axes, certains sujets. On parlait de VMware Horizon à l'époque, il va en avoir au niveau de Citrix. Donc, il y a énormément de documentation. Fait que ça, vous en avez des heures et des heures de lecture de ce côté-là. Petit clin d'œil, un petit cross-sale par rapport à IT Cloud Academy. Donc, ça a besoin d'aide, d'accompagnement au niveau de la formation, certification en ligne pour vos employés. Donc, je vous invite à communiquer avec Steve Noël, le directeur de IT Cloud Academy. Donc, on a la possibilité là, de vous offrir des forfaits, des formations. Donc, ça peut être super intéressant. Ça peut être un plus-value en tant que revendeur d'approcher vos clients dans cet axe-là. Matériel de formation plus certification. Évidemment, il y a le Microsoft Learn, il y a des sections expressément par rapport à Azure Virtual Desktop. Donc, je vous encourage à aller voir cette section-là. Au niveau des trainings, Microsoft fournit des belles plateformes au niveau des entraînements, des practices, excusez l'anglicisme, pour les formations, etc., etc. Et ce qui vous amène évidemment à la certification. On parle de AZ140 et AZ104. Donc, deux belles certifications qui vont venir confirmer que vous êtes des administrateurs confirmés, que vous manipulez et que vous êtes au fait des différentes technologies, comment les présenter, comment les gérer, administrer, etc., etc. Donc, deux belles certifications là, que vous êtes capable de rajouter des cordes à votre arc là, de ce côté-là. Question qui vient souvent, la fameuse question au niveau des démos, des sandbox. Je me fais toujours poser la question. Malheureusement, non. Microsoft n'offre pas aux revendeurs indirects qui passent à travers nous, distributeurs CSP, comme nous, par exemple, pour vous, les revendeurs, n'offre pas ce genre de service-là. Des environnements de pratique, sandbox ou encore démo. Par contre, Microsoft, de façon publique, offre la possibilité d'avoir un
trial de Azure. Donc, vous avez accès à 200 US pour les 30 premiers jours. Entre vous et moi, c'est amplement suffisant pour faire une preuve de concept pour un client. C'est amplement suffisant pour faire des tests ou des analyses. Vous avez besoin d'une carte de crédit et d'une adresse courriel, puis c'est tout. C'est super facile en place. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. C'est une belle opportunité pour aller justement de l'avant et tester quelque chose. Petit bémol, si vous avez mis quelque chose dans un public trial, on ne peut pas le transférer de façon fluide, disons ça, chez nous en CSP. Il est possible de déplacer les ressources, mais de ne pas on ne peut pas transformer la souscription. Fait que ça, c'est du cas par cas. Mais gardez en tête que vous avez une belle opportunité de ce côté-là. Du côté MPN, bien évidemment, selon votre niveau de partenariat, vous pourriez avoir des bénéfices Azure et avoir des crédits, par exemple. Ça, c'est une belle opportunité. La journée que vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec Magida. Elle va pouvoir, à ce moment-là, vous orienter, savoir où est-ce que vous en êtes, quels sont les objectifs, quels sont les bénéfices, c'est quoi les coûts, etc., etc. Fait que rentrer en communication avec Magida, s'il vous plaît, si vous avez des questions par rapport à ça. Même chose du côté Windows 365. Sinon, on a quand même le CDX qui est disponible du côté Windows 365 avec un tenant de 90 jours pour faire des expériences de ce côté-là. Ça, c'est une possibilité. Fait que je suis désolé, du côté CSP, ça n'existe pas, les sandbox pour les revendeurs, mais on a des belles opportunités pour s'en sortir quand même. Petite parenthèse, Microsoft ont mis, il n'y a pas longtemps, c'est encore en preview, une méthodologie de déploiement d'un AVD. C'est 5 questions. 15 minutes plus tard, l'AVD est déployé. Fait que ça peut être une belle opportunité pour démontrer aux clients. Honnêtement, on a des partenaires qui démarrent des souscriptions commerciales, qui absorbent le prix, un peu comme location-achat. Monsieur le client, viens voir, regarde de quoi ça a l'air, si tu aimes ça, et voilà, je continue le billing. Sinon, on détruit la souscription, puis that's it. Fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, approchez-moi. On pourra regarder les différentes stratégies de ce côté-là, puis je pourrai vous accompagner là, avec plaisir. On approche la fin. Je regarde le cadran, 11h41. On est dans les temps. Donc, section YouTube. C'est que dans quelques jours, la présentation que vous écoutez présentement va se retrouver sur YouTube. Sinon, je vous invite à aller voir les anciennes présentations que j'ai faites ainsi que mes différents collègues, que ce soit Steve, Sylvain, que ce soit Carl et le reste de l'équipe de support. Des belles présentations, des belles formules, beaucoup d'informations, super pertinent à aller voir. Donc, je vous invite à aller consulter notre chaîne YouTube, tout simplement. Ensuite, si vous avez besoin, réservez un appel avec un spécialiste, que ce soit avec moi ou avec un de mes collègues. Donc, cliquez sur le lien, scannez le code QR, vous sélectionnez la catégorie des spécialistes que vous avez besoin, sélectionnez votre heure et votre disponibilité, vous expliquez ce que vous avez besoin et on est là pour vous. Évaluation, s'il vous plaît, un gros merci à l'avance pour ceux qui vont faire l'évaluation. Donc, ici, c'est de comprendre si la session vous a été utile. Si vous avez des questions, commentaires, comprendre comment on peut nous améliorer. Si vous avez des suggestions pour les prochaines présentations, gênez-vous pas, rentrez ça dans la forme. C'est super apprécié. Donc, si vous avez des commentaires par rapport à ça, par rapport à la présentation, faites-vous plaisir, partagez-les avec nous, s'il vous plaît. Avant-dernière slide, donc on est rendu à la section foire aux questions. Je me dirige vers le chat. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Pierre-Marc qui demande, est-ce qu'un AVD créé en trial peut être converti? Oui et non. Comme je disais tantôt, la souscription ne peut pas être transformée, mais le service et ou les logiciels à l'intérieur peuvent être déménagés. Oui, Pierre-Marc, ça se déplace, effectivement. Ouais, ouais. Je fais un petit peu de pouce là-dessus. Ça arrive souvent qu'on se fait approcher par les partenaires. Cas de figure, un client qui est chez un autre distributeur CSP. Je ne les nommerai pas, évidemment, parce que je suis enregistré, mais dans le cas d'une autre souscription CSP chez un autre distributeur, c'est facilement et de façon transparente déménageable. Je m'explique. La souscription CSP n'est liée qu'avec un concept de billing, de facturation à son distributeur et revendeur. Microsoft a mis en place le concept du partner-to-partner transfer. Donc, on peut déménager une souscription d'un partenaire et d'un distributeur vers un autre. C'est faisable. Dites-moi-le, je vais vous mettre en contact avec Venia, notre responsable au niveau des transferts. C'est faisable NCE Office 365 et du côté Azure. Évidemment, il faut que les différents acteurs participent. Tandis que l'autre cas de figure, lorsqu'on se fait approcher, que les clients ont des souscriptions
privé, MS Direct ou MSDN, puis qu'on veut déplacer les ressources, ça se fait entre deux souscriptions. Il y a des cas de figure, des scénarios respectés, il y a des choses qui se transfèrent ou pas, mais c'est toujours à analyser, c'est du cas par cas. C'est quelque chose qui est faisable, il faut analyser. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ta-ta-ta-ta. Ouais, effectivement, ouais, c'est la garantie. C'est un peu comme les voitures en location, effectivement. C'est comme ça qu'il faut voir justement. Est-ce que le client veut être couvert? Est-ce qu'il veut avoir du produit, il veut avoir des services? Fait que c'est comme ça qu'il faut voir Azure, effectivement, pour être capable de le revendre. Grosso modo, ça fait pas mal le tour. Donc, écoutez, encore une fois, un gros merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne réécoute si vous le faisiez du côté avec YouTube. Sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.